Salut Blandine, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur. Comment est-ce que tu vas ? Salut Guillaume, écoute, c'est un plaisir d'être là. Je vais relativement bien par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. J'étais, comme tu le sais sûrement, j'étais sur l'UTMB où vraiment ça a été une année un petit peu difficile. Je suis allée au bout de moi-même, donc là je récupère petit à petit. Justement, pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, on enregistre cet épisode. Alors aujourd'hui, on est lundi, donc on est un petit peu plus de 24 heures après ton arrivée à l'UTMB. Et voilà, tu as fait une course, c'était une édition assez incroyable. On va en reparler tout de suite après. Bien sûr, on aura le temps un petit peu d'avoir ton ressenti sur cette course très particulière qui a surpris tout le monde. Et voilà, on a eu du spectacle. Blandine, la première fois qu'on t'a accueilli dans ce podcast, c'était à l'occasion des championnats de France de cross à Plouay. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais décroché la 3e place. Effectivement, là, il y a quelques jours, tu as pris le départ de l'UTMB. Comment tu as vécu justement cette expérience, cette UTMB de l'intérieur ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement sur cette édition folle ? Déjà, pour commencer dès le début, j'ai trouvé qu'au niveau de la densité, chez les femmes principalement, alors après chez les hommes il y a toujours une grosse densité, mais là, cette année, elle était particulièrement très dense au niveau féminin. Donc je savais qu'il y aurait une très très belle bataille. Moi, d'un point de vue plutôt personnel, j'étais pas dans la forme de ma vie. J'ai eu plein de petits pépins. Physiques, des bobos aux pieds, des problèmes de nutrition, des problèmes au niveau de la respiration, probablement une petite bronchite qui m'empêchait de bien respirer. Donc j'avais l'impression d'avoir plein de petits grains de sable dans la machine qui m'ont empêché de pouvoir m'exprimer sur mon plein potentiel. Donc ça a été un petit peu difficile, mais j'ai tenu le coup. Je tenais vraiment à finir cette boucle parce que moi je trouve qu'un ultra, bien sûr quand on est élite on veut jouer la performance, mais rien que de finir 175 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé, je trouve que c'est quand même déjà un sacré défi. Donc voilà, j'ai tenu bon quand même pour franchir la ligne d'arrivée. Alors il y a eu beaucoup d'abandons sur cette édition-là. Voilà, tout le monde parle un petit peu que de ça. Aline Rousset-Séguré aussi a abandonné. Elle a expliqué carrément qu'il y avait un surplus de charge émotionnelle, c'est pas un burn-out, mais en tout cas une accumulation de trop de choses. On sait qu'aujourd'hui le niveau il a explosé tant chez les garçons que chez les filles. Et évidemment l'ultra trail, on frôle largement avec ses limites, même souvent on les dépasse. Comment toi tu expliques tous ces abandons et tous ces difficultés, ces douleurs aussi qui est de plus en plus présente sur les formats ultra, que ce soit l'UTMB ou les autres courses d'ailleurs? Comme tu le dis, le niveau il n'arrête pas d'augmenter donc, chez les élites. Et quand on veut, les élites qui prennent le départ à un UTMB, je suppose que forcément ils ont des objectifs et ils attendent un chrono et ou un classement ou une place. Et pour atteindre ces objectifs, il faut vraiment être au meilleur de sa forme, avoir toutes les planètes qui s'alignent. On peut plus se permettre. Moi, la preuve en est, même si j'étais très bien préparée, j'ai eu deux, trois petites bricoles, mais qui mis bout à bout sur 24 heures, plus de 24 heures d'effort, on peut pas pouvoir s'exprimer à son plein potentiel et au niveau de la performance, quand il y a une densité comme celle-là, on peut pas. L'objectif est difficilement atteignable. Alors effectivement, il y a Anne-Lise chez les féminines qui a abandonné, mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup aussi chez les hommes. La plupart Après, il y a eu des abandons. contre-performances. On a vu pas mal de filles qui étaient venues quand même pour faire des podiums et qui se sont retrouvées quand même un peu plus loin. Ouais, exactement. Comme on parlait les filles abandonnent moins que les garçons, il faut le noter quand même. Voilà, c'est ça. Je pense que les garçons, s'ils voient qu'ils sont pas dans leur chrono ou dans leurs objectifs, ils vont avoir plutôt tendance à abandonner. Parce que probablement ils veulent se préserver pour une prochaine échéance en disant cette fois-ci c'est pas pour moi, je vais attendre 2-3 mois de me reposer et derrière il y a encore une belle fin de saison avec la Diag ou la Saint-Élion. Les féminines, peut-être qu'elles se disent, alors parlons de Manon Board, c'est une très bonne copine et elle m'a vraiment
Elle m'a vraiment impressionnée parce qu'elle n'était pas du tout dans ses chronos, mais elle a voulu. Alors elle a fait déjà 2 DNF sur un UTMB qu'elle a très très mal vécu. Donc voilà, je pense qu'elle voulait vraiment finir aussi cette boucle. Moi, j'ai énormément d'admiration justement pour ces athlètes de haut niveau qui finissent les courses. Alors évidemment, je ne parle pas en cas de blessure ou vraiment s'il y a un surplus et voilà, mais si on n'est juste pas dedans, ça peut arriver, on n'a pas les jambes, ça arrive à tout le monde, on n'a pas les jambes, on a loupé quelque chose, on a eu un petit souci de ravitaillement. D'aller au bout, c'est vrai que c'est une belle symbolique. Alors peut-être pas sur tous les ultras, mais sur des courses aussi emblématique, voilà, de profiter aussi, de se dire on va essayer de trouver d'autres ressorts, passer un peu de temps avec les amateurs. Voilà, je trouve que c'est très symbolique. Ça devrait être même plus valorisé, je pense, que ça. Et puis ça t'évite aussi peut-être une déprime, parce que là, malheureusement, on n'en parle pas assez. J'ai vu quelques athlètes, et c'est vraiment ce que je veux insister, c'est que c'est très très dur pour les athlètes d'abandonner. Il y en a beaucoup qui étaient en pleurs, il y en a beaucoup qui étaient très très mal. Et en plus, derrière, tu as des gens qui se permettent sur les réseaux de juger, de dire, alors ça me fait toujours rire parce qu'ils sont dans leur canapé, ils sont pas capables de faire ne serait-ce qu'un tiers et ils se permettent de juger. Attention, on frôle vraiment avec ses limites. C'est des courses où on est dans l'extraordinaire. C'est pas pour rien que ça s'appelle ultraordinaire. On est dans ultra trail, c'est de l'extraordinaire. Et c'est voilà, psychologiquement, ça met des gros coups. Et voilà, je voulais avoir une petite pensée moi pour tous ces athlètes parce qu'on a beaucoup qui ont vraiment émotionnellement qui étaient au plus bas et que voilà, il faut saluer ça, il faut les soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, nos athlètes. Ouais, exactement. Et l'ultra trail et notamment l'UTMB, en fait, c'est quelque chose, c'est l'objectif de l'année. Ça se prépare. Même, par exemple, je suppose qu'un Baptiste Chassagne, ça fait déjà 2-3 ans qu'il est en train de préparer son truc. Et effectivement, si on va performer sur un ultra et qui plus est un UTMB, c'est vraiment sur au moins un an, voire plusieurs années. Et faire un DNF alors que ça fait des années que c'était ton objectif, je pense que mentalement, c'est très, très, très difficile. Donc, effectivement, je rejoins ce que tu dis. Ouais. Voilà, il faut avoir plus cette culture un peu anglo-saxonne où l'échec, il est valorisé parce que ça fait partie des choses et voilà, sur les réseaux c'est très très dur. Vraiment, je vois des gens. Il faut réussir à couper un peu des réseaux, à se mettre dans sa vie. Des gens qui connaissent pas le sport, c'est surtout ça. Des gens qui connaissent pas le sport et qui se permettent de juger. Et voilà, il faut être à fond derrière nos athlètes. Ça leur fait du bien de recevoir des messages, de recevoir de la bienveillance. C'est vraiment dans ces moments-là où ils ont besoin de nous, pas seulement pour les victoires. Les victoires, il y a beaucoup de monde, hein, mais par contre, voilà, c'est dans les moments les plus durs où les gens ont besoin de soutien. Voilà, je voulais vraiment insister sur ça. Alors. T'es l'une des athlètes françaises les plus complètes sur le circuit ultra-distance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te perçois. Tu as des vraies qualités de vitesse, tu as une grande solidité musculaire qui est un vrai avantage, notamment sur les parties techniques. Ça, c'est mon avis. Mais toi, concrètement, selon toi, c'est quoi tes plus grands atouts physiques et mentaux? Et peut-être sur quel aspect tu penses pouvoir encore progresser? Mais j'ai l'impression vraiment que mes capacités physiques ne cessent de changer avec l'entraînement et les objectifs. Et c'est vrai que si tu m'avais dit ça début d'année dernière aux France à Carré, au championnat de France de cross à Carré. J'ai dit Plouet, pardon. Tu as dit Plouet. Pardon, je t'ai c'est vrai, pas relevé, mais merci, là j'ai fait la délicat. petite allusion. C'est très délicat. Je t'aurais répondu que j'ai ma vitesse. Et là, avant-hier, sur l'UTMB, j'avais vraiment, je coinçais en vitesse. Et c'est vrai que je me suis dit, pour préparer un ultra trail, l'UTMB en l'occurrence, pas forcément tous les ultra trails, mais pour être performant sur un UTMB, je pense qu'il faut avoir vraiment des grandes qualités de vitesse. Pas tout le monde est d'accord avec ça. Hein. Il y a des discours qui disent l'inverse, des entraîneurs, qui disent que finalement la vitesse ça sert à rien. Et ça dépend pour quel ultra. Clairement, l'UTMB, si tu veux performer, alors si tu veux le finir, pas forcément, mais si tu veux performer et si tu n'arrives pas à courir vite sur les portions de replat, tu perds vite des places et vite du temps. Et moi, je l'ai vraiment vu. Bon, Katie Schad, j'ai jamais couru avec elle, elle est partie direct, mais en tout cas, je sais que c'est quelqu'un qui court très vite. La preuve en est, elle a fait une excellente western. Pareil, je crois que l'hiver, elle prépare les crosses. Voilà, puis elle vient de l'athlétisme. Oui, elle fait les crosses l'hiver, elle vient de l'athlé. Je crois que c'est 33 km. Route 2,34 au marathon, qui fait une super course d'ailleurs, qui revient très très fort. Impressionnante. 2,34 sur marathon. Je ne sais pas si vous vous rencontrez, c'est 3,42 au kilomètre. Hein. Et Marianne Hogan, sur les portions, alors on était un petit peu ensemble en tout début de course, et dès qu'il y avait des portions de replat, elle me reprenait parce qu'elle paye son frère sur marathon. Hein. Elle paye son frère sur marathon. Elle vient du triathlon aussi, et donc elle est vraiment très forte aussi à plat. Et voilà, même chez les hommes, Jim, on va pas tous les citer, mais ils sont très forts à plat. Vincent, il vient de l'athlé. Vincent, c'est des années d'athlétisme. Il fait 3000 types. C'est Vincent qui a gagné l'UTMB. Pour moi, l'UTMB, il faut vraiment être très fort à plat en vitesse. Et j'ai un peu perdu ses qualités au profit, par contre,
d'une résistance musculaire, je monte mieux. Par contre, c'est sur les descentes où je me suis vraiment surprise. Je pensais pas être aussi costaud en descente, même jusqu'à la fin, alors que j'étais complètement cuite et au bout de ma vie, dans les montées ou à plat, je n'attendais qu'une chose, c'était les descentes. En général, en ultra, on craint les descentes, et moi, je n'attendais qu'une chose, c'est les descentes, parce que musculairement, j'étais vraiment très près, très costaud. J'arrivais toujours à bien dérouler. Donc voilà, en tout cas, là, au moment où je te parle, je peux te dire que mes qualités physiques vont plutôt être musculaires, et dans la résistance musculaire, dans les descentes et dans le technique, finalement, aussi, je me suis rendu compte de ça, alors qu'avant, je me trouvais vraiment très nulle en technique. Et en montée, j'arrive aussi un peu à tirer mon épingle du jeu, mais par contre, j'ai un travail à refaire sur la vitesse. Mais tu vas faire comment du coup? Tu vas aller, est-ce qu'on va te revoir aux France de Cross? Comment tu vas justement essayer de retravailler ta vitesse? En fait, j'aimerais déjà retravailler ma vitesse. J'avais pas trop envie d'anticiper l'année prochaine, parce que j'étais vraiment focus sur mon UTMB. Mais j'ai 2 courses qui me tiennent à cœur, dont la première où, si je veux vraiment faire quelque chose, ou au moins ne pas être trop ridicule, il faut vraiment que je fasse de la vitesse, c'est la Western States l'année prochaine. Où tu as l'éco-trail de Paris, c'est un peu moins prestigieux, mais c'est bien pour la vitesse aussi. Effectivement, c'est un peu plus simple aussi pour le déplacement. Mais bon, j'avoue que j'aimerais bien aller aux États-Unis quand même, pour aller vivre un peu l'ambiance trail, ultra trail aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment particulier. Ouais. On vit à l'UTMB, on vit vraiment l'ambiance européenne, mais je pense qu'aux États-Unis, c'est encore quelque chose de différent que j'ai vraiment envie de découvrir. Il faut le dossard après. Ouais, il faut le dossard. Il y a ça aussi. Il va falloir que j'aille chercher un dossard quelque part. Et puis pour répondre à ta question, les crosses, je jette une bouteille à la mer si jamais mon coach m'entend. J'avoue que l'envie, c'est pas l'envie qui manque, mais il va falloir qu'on pose un peu tout sur la table, voir si c'est judicieux ou pas. Mais t'avais fait une super saison en plus. J'avais adoré. Et puis t'as fait une super saison quand tu fais 3e de cross, tu fais une saison incroyable. Fait une belle saison. Donc ça t'avait quand même bien aidé, quoi. Ça m'avait bien aidé, et puis je trouve que j'adore l'ambiance. En fait, je trouve, parce que moi je viens pas du tout de l'athlé, mais je découvre cette ambiance athlétisme avec les clubs. Il y a vraiment une mentalité particulière. J'ai trouvé ça excellent. Ouais. Mais tu fais 3e donc à Carhaix des France de Cross, et il faut vraiment expliquer à nos auditeurs, parce que il y a beaucoup de gens qui font du trail qui nous écoutent, qui connaissent un peu moins ce monde de l'athlé, mais les France de Cross, la finale, c'est ce qui se fait de mieux en France en termes de performance, parce que c'est vrai qu'il y a des filles qui font de la piste, elles sont pas forcément les plus visibles, mais les qualités athlétiques qu'elles ont, c'est extraordinaire. Et faire une 3e place en France de Cross quand on n'est pas spécialiste de la discipline et qu'on vient du trail, et en plus du long, même si à cette époque tu étais un peu en transition, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, je pense que le regard et la perception des gens purs athlètes pistards sur les trailers et traileuses après ta performance, elle a complètement changé, parce qu'on s'est dit là, wow, il y a un sacré niveau maintenant. Donc c'est bien, ça permet aussi de rassembler ces deux mondes sur les France de cross. Je pense qu'il y aura de plus en plus de trailers qui vont venir, même l'éco-trail de Paris. Moi je suis sûr que dans quelques années ça va rassembler des coureurs, parce qu'ils ont besoin aussi de travailler un peu la vitesse. Et puis voilà, c'est bien que ces mondes se croisent. Là j'ai vu plein de trailers de haut niveau qui me disent moi j'aime bien écouter dans la tête d'un coureur, parce que si j'entends d'autres gens qui viennent pas que du trail, et inversement j'entends des coureurs sur route qui me disent c'est super, parce que du coup je découvre aussi trail running. Donc voilà, c'est bien que ces mondes se mélangent. C'est complémentaire, hein. Comme tu l'as dit, hein, moi ça m'avait bien réussi. Je pense que ça peut être un bon entraînement l'hiver pour travailler un petit peu la vitesse. Après, quand on fait du trail, on fait quand même beaucoup de kilomètres toute l'année. Donc il y en a qui aiment se préserver et aller plutôt sur du ski. Ou d'autres sports un peu plus portés. Cela dit, c'est pas non plus donné à tout le monde, à tous les trailers, de faire que du ski l'hiver. Hein. Ça, tu crois vraiment à ça ? Moi, j'ai quand même un doute sur le fait que les trailers. Je sais qu'il y a beaucoup de trailers qui font aussi beaucoup de séances sur tapis l'hiver. Ils font du ski, mais ils font aussi un peu de tapis. Ils en parlent un petit peu moins. Moi, j'ai du mal quand même à me visualiser que tu peux passer 2 mois sans courir. Et j'ai quand même un doute sur ça, à la trop de performance. C'est ce qu'il dit, mais bon, tu sais aussi que moi, j'ai mis vraiment un doute, en tout cas, de ce que je comprends de la physiologie, de l'entraînement, de la préparation.
on communique. C'est très intéressant le ski on sait que c'est pour la VO2 max, c'est génial. Effectivement, c'est hyper complet, surtout quand tu vis en montagne. De toute façon, t'as pas trop le choix. Faut se le permettre. Mais il y a comme je quand disais, même beaucoup d'athlètes qui peut-être ne communiquent pas assez, mais qui font aussi beaucoup de tapis. Et ça, le tapis, on met pas sur Strava, machin. Oui, mais est-ce que vraiment, parce que les gens entendent ça des je fois, je crois que Kylian, lui, continue un peu de faire quelques séances sur tapis, par exemple. Bon, voilà, faites attention à ce qu'on entend à droite, à gauche, ce que vous voyez sur les réseaux internet, sur les voilà, c'est pas cas, des gens cachent. Ce qu'il faut savoir, c'est mais... que si effectivement on passe 2 mois à faire que du ski sans courir, il faut être vraiment très vigilant à la reprise de la course à pied. Mais pour les blessures et tout, moi voilà, j'ai un petit doute quand même. C'est surtout ça. Voilà. Mais s'ils font bien, s'ils arrêtent de couper pendant 2 mois et qu'ils font que du ski, oui, j'ose espérer que quand ils reprennent, ils font vraiment de façon très progressive. Mais le piège, c'est que du coup, on a développé toutes ces capacités anaérobie avec quand même au niveau cardio. Donc on a un bon cœur, donc forcément on a envie d'y aller. Exactement, on a un bon moteur, on a envie que la carrosserie aussi. C'est le problème des cyclistes. Les cyclistes de Tour de France, ils arrivent en course, ils sont super bien, ils ont des grosses capacités parce qu'ils ont des gros moteurs. Mais imaginez un moteur, c'est comme si vous imaginez une voiture. Vous prenez une voiture, elle a un gros moteur, mais les suspensions, les freins, c'est pas adapté. Donc forcément, le gros moteur, ça tient pas. Donc il faut vraiment, c'est un groupe musculaire, c'est tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai des petits doutes quand même quand on me dit je passe 2 mois sur les skis et je cours pas. Je mets pas en temps, mais faut m'expliquer. Je suis un peu plus naïf que toi. Voilà, faut m'expliquer comment c'est possible. C'est comme ça sert à rien de travailler la vitesse, même sur l'UTMB. Non. Là, pour le coup, moi, faites attention à ce qu'on entend. Essayez quand même de voir ce qui marche sur vous et ne reproduisez pas bêtement ce que vous entendez. Parce que voilà, et puis il y a des gens, des fois, ils se disent je sais qu'il y a des athlètes qui disent je m'entraîne 70-80 km par semaine, mais ils comptent pas les footings, par exemple. Donc après, on a tous, où je fais pas de fractionné parce qu'ils vont pas sur piste, mais ils font du fall trek. Donc après, c'est toujours pareil, c'est de la sémantique. Il y a des gens qui vont. Voilà, Bon, après, voilà, faites attention, mais c'est intéressant de voir sa petite parenthèse. Alors, Blandine, ton palmarès, il est impressionnant. Tu es championne du monde, championne d'Europe, actuelle vice-championne d'Europe, 3e à l'UTMB pour ta première participation aussi, c'est où tu montes aussi sur le format ultra-distance, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que tu es fière de toi, des choses que tu as accomplies quand tu regardes un peu ton parcours aujourd'hui? Ah oui, on peut pas ne pas être fier de ça. Moi, je suis d'autant plus fière de moi que c'est vraiment pas quelque chose qui... dans lequel j'étais baignée. Moi, je n'ai pas du tout baigné dans le sport. Depuis toute petite, je faisais un peu d'activité physique, de la gym, de la danse pour me dépenser un petit peu. Et ça arrivait vraiment sur le coin de la figure à l'âge de 26 ans. Et effectivement, quand je regarde derrière moi, je trouve ça... j'ai réussi en plus à allier les études, le travail et le sport et oui, je suis contente de montrer cet exemple qu'on peut allier plusieurs choses à la fois. Et oui, on peut pas dire que je suis pas fière de ça, oui. Bon, tant mieux. Justement, parce que dans cet épisode, j'ai envie qu'on explore un peu ton parcours, le lien aussi que tu entretiens avec la course à pied, le trail running, comment tu as découvert ce sport-là, parce que tu as une histoire un peu singulière dans le monde du running. Mais ce que je te propose, justement, c'est on va essayer, pour bien comprendre qui tu es, on va essayer de mieux faire connaissance. Tu es né à Caen. Durant ton enfance, tu as pratiqué la danse et la gymnastique, comme beaucoup de jeunes filles, en tout cas à cette époque. Et on dit souvent que notre enfance, c'est un peu la base, c'est ce qui construit notre personnalité, c'est ce qui façonne aussi notre avenir. Aujourd'hui, toi, quel regard tu portes sur cette période de ta vie? Et est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là que tu as commencé à te forger un peu tes capacités mentales et physiques, de ce qui te caractérise aujourd'hui comme une grande championne? Alors, je sais pas. Alors, petit détail aussi, j'ai 4 grands frères, donc je suis la plus petite d'une grande fratrie. Donc là, peut-être aussi que j'avais un caractère un peu plus assez trempé. Je ne pense pas que ce soit pendant ma toute jeune enfance. Est-ce que c'est pendant mes études où, clairement, quand même, les études de médecine, mentalement, faut s'accrocher. On a 2 concours où on est mis à rude épreuve et en concurrence avec des milliers et des milliers d'étudiants en France qui se préparent pour la même chose. Donc ça commence peut-être à faire développer un mental de compétiteur, parce que surtout des concours. Exactement, c'est pareil, il faut arriver dans un premier pourcentage pour pouvoir être accepté au concours. Donc là, c'est pendant la première et la 6e année de médecine, et puis entre les deux, on va pas dire que c'était vraiment au niveau mental, mais peut-être au niveau de la résistance
la résistance à la fatigue et au stress engendré par le corps, parce que j'ai eu une transition très fêtarde où j'ai été championne du monde du lever de coude. Mais des fois j'en rigole, mais c'est vrai que quand je passais des nuits blanches à me coucher à 9h du matin et à enchaîner le lendemain par l'apéro pour combattre le mal par le mal, des fois je me pose la question de si je n'ai pas développé cette résistance à la fatigue par là. Alors, tu as découvert, c'est ce que tu nous dis, hein, tu as découvert le trail à travers ton internat en médecine à La Réunion, je crois en plus. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux justement nous raconter un peu comment cette passion est née? Surtout, tu nous as dit que tu étais un peu fêtarde, donc c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Exactement, la Réunion, elle n'a pas été choisie pour la Diagonale des Fous ou pour le trail, parce qu'à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était le trail, je ne connaissais même pas le mot, mais plutôt pour les pool parties, les beach parties et tout ce qu'on peut, et les petits et les tiponches, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'un internat de médecine sous les cocotiers, sur une île dans l'océan Indien. Exactement. Et puis, en fait, j'ai été un peu surprise, mais sur l'île de la Réunion, le sport national, c'est le trail. Alors moi, quand j'allais avec mes amis de médecine, on était chargés comme des mules avec les bouteilles de rhum pour aller monter au Piton des Neiges, aller se faire un bivouac un peu festif en haut du Piton des Neiges. Bon, je voyais des gens qui couraient, je me disais c'est marrant, il y a des gens qui courent sur des sentiers. Et on a les mêmes sentiers, mais on n'a pas la même passion. Ouais. Exactement, c'est ça. Et je me suis dit ça doit être sympa. J'aimais bien courir, voilà, pour me défouler. Hein, donc tu courais déjà quand même un petit peu, tu faisais un peu des footings. Voilà, comme je faisais 2-3 footings par semaine. Et je savais que mon temps à La Réunion était restreint, parce que mon internat c'était 2 ans et demi sur La Réunion. Mais j'avais envie de tout découvrir en peu de temps. Je me suis dit, quoi de mieux que d'aller plus vite pour découvrir les sentiers. Je me suis mise à courir sur les sentiers et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, je me suis inscrite dans un club, j'ai commencé à mettre des dossards et en fait, j'ai attrapé le virus du trail. C'est pas un mythe alors, hein, les soirées arrosées chez les étudiants en médecine, ah non, c'est réel. Exactement. Qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce sport, dans la course à pied, dans le trail aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a attiré? Parce que c'était un peu aux antipodes de ta vie d'avant. Ouais, alors globalement, je trouve que la course à pied, quand on a une vie un peu chargée, c'est vraiment l'activité physique la plus pratique. On peut y aller quand on veut, où on veut, il suffit juste d'une paire de baskets. Donc déjà, c'est pour ça que j'ai commencé facilement avec la course à pied. Et le trail, quand on habite à La Réunion et qu'on a vite des paysages somptueux, je trouve que c'est une façon de se défouler, mais tout en profitant du paysage, tout en s'épanouissant au travers de ce que la nature peut nous offrir. Donc il y a un combo entre le plaisir et le dépassement de soi. Alors, on le sait quand même, oui, mais ce plaisir, il vient quand même avec un peu de pratique. Au début, quand on court, on a le souffle coupé, on a le goût de sang dans la bouche. C'est pas très agréable au début. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent ne pas aimer courir, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de caisse, un peu d'endurance pour vraiment commencer à ce que les endorphines nous mettent dans une situation de bien-être. Toi, quand tu as débuté la course à pied, tu as tout de suite compris que tu avais des facilités dans ce sport, tu as tout de suite été agréable, ou tu as quand même au début un peu galéré? Ah non, pas du tout. Je pense pas que je me suis dit que j'avais des capacités dès que j'ai commencé à courir, mais moi j'ai commencé avec 1 ou 2 footings par semaine, mais c'était, je pense, ça devait être entre 30 minutes et 1 heure, et j'allais vraiment à basse intensité. C'était surtout pendant mes périodes d'études de médecine, donc je me rappelle même pas avoir, ce que tu disais, le goût de sang dans la bouche, parce que j'allais à mon petit rythme. Voilà. Tu cherchais pas à faire Non, les séances, tu sais, la première fois qu'on m'a mis des séances de qualité, c'était 2 mois avant les championnats du monde en 2019, quand j'ai eu mon tout premier entraîneur, mais je savais, moi j'avais aucune idée des principes d'un entraînement dans le sport et dans la course à pied. Alors, c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que ta transition vers le haut niveau, elle a été extrêmement rapide, que tu as tout de suite été compétitive, parce que tu nous dis tu commences finalement, tu passes à 25 ans de fêtarde, qui aime bien vraiment faire la bonne grosse fête, à aujourd'hui, je crois que tu avais 32 ans quand tu fais 3e à l'UTMB, ou quand tu es championne du monde, tu étais encore plus jeune. Est-ce que cette perception que j'ai, cette rapidité à laquelle tu as atteint le haut niveau, toi, tu es d'accord avec ça, ou tu as une vision un peu différente? Tu penses que tu as quand même eu des étapes un peu plus délicates? Ah non, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, peut-être que je ne me rendais pas compte de mon niveau jusque-là, mais en 2019,
C'est une année, c'est l'année où j'ai pris les dossards sur des compétitions les plus relevées. Donc là aussi où je me suis frottée au haut niveau et j'ai l'impression effectivement d'être entrée dans la porte, par la grande porte du haut niveau sans être montée par les échelons. Oui, je rejoins ce que tu dis. En tout cas, je ne l'ai pas vu du tout arriver et oui, ça me... T'as été jeté dans la fosse un peu au lion. Ouais. Ouais, et du coup, comment on vit ça de Exactement. l'intérieur quand on se retrouve, qu'on n'est pas du tout sportive et qu'on se retrouve comme ça, athlète, qui gagne des courses, c'est quand même dingue, quoi. Parce que généralement, les gens, c'est très progressif. Tu passes par l'école de l'athlé et tout. Toi, comment t'as vécu ça? Exactement, comme je te dis, comme je viens de le dire, j'ai pas gravi tous les échelons et j'ai pas eu le temps de me forger cette carapace qui te protège. Donc je suis rentrée direct championne du monde. Alors, entre guillemets, par chance, au niveau des réseaux sociaux, j'avais même pas de réseaux sociaux à cette époque, donc j'étais un petit peu protégée par rapport à ça. Mais oui, on passe de inconnu à championne du monde, on a des sollicitations médiatiques au niveau des sponsors, on est vite mis sur un piédestal, alors que moi à cette époque-là, je terminais mon internat de médecine de gynécologue, de gynécologie, je devais préparer ma thèse, j'avais vraiment les idées vraiment ailleurs. Donc d'un côté, le fait de devoir préparer ma thèse et de finir mes études, ça m'a permis aussi de mettre un petit peu de côté toutes les sollicitations au niveau du sport. Donc ça m'a aidé. Ça m'a aidé par rapport à ça, à prendre un petit peu de recul. Et c'est vrai que... alors il y a eu aussi l'année Covid. Moi je suis tombée en 2019, c'est là où j'étais championne du monde. Mais après, 2020, 2021, il y a eu les années Covid. Donc il n'y a plus vraiment de grosses compétitions. Donc j'ai trouvé qu'il y avait eu un petit down au niveau des compétitions sportives et au niveau des sollicitations. Donc ça m'a permis aussi moi de me poser. Ça m'a pris une petite année. J'avais eu aussi... c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de cette période-là, mais quand j'ai été championne du monde et que j'étais complètement inconnue et outsideuse, avant cela, c'était début juin. Et après, j'ai vraiment mis du temps, pas mis du temps finalement, parce que j'ai réussi à reconcrétiser en août de la même année en étant championne de France. Mais c'était pas gagné d'avance parce qu'avant ça, j'avais fait les championnats d'Europe de course en montagne où j'étais passée complètement à côté. Je suis arrivée 30e, très très loin. Et ensuite, les championnats de France de trail qui sont déroulés à Méribel en août. Mais dès le début, là, c'était que 20 km, mais pendant 10 km, j'étais à la ramasse. Et vraiment, je n'arrêtais pas de me dire, j'avais le gros syndrome de l'imposteur, de me dire en fait, j'ai réussi qu'une seule course, mais je ne mérite pas du tout ma place. Je suis pas du tout. J'ai juste gagné une fois les championnats du monde, mais j'ai rien d'une championne. Vraiment, ça a été très compliqué. Justement, comment tu gères ça? C'est la question que j'allais te poser, ce syndrome de l'imposteur. Parce que à un moment donné, on se dit, mais on doit se dire, mais est-ce que vraiment j'ai ma place? Et effectivement. Alors à l'époque, on n'avait pas du tout, ou alors en tout cas moi, comme en plus j'ai découvert le haut niveau en même temps de tout l'univers du sport. J'étais pas du tout dans le sport, même dans l'entraînement. J'avais vraiment aucune notion de performance, d'entraînement, etc. Et du coup, là où je voulais en venir, c'est que j'avais pas non plus, je connaissais même pas le principe de la préparation mentale, par exemple, ou de l'entourage ou du coaching mental. Alors comment on se prépare, moi je pense que c'est beaucoup mes proches qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu et clairement quand on fait comme ça une grosse performance, quand on n'est pas du tout attendu et qu'on a ce syndrome de l'imposteur, il faut surtout réussir à reproduire la même chose, à confirmer, pour se dire bon, c'était pas qu'une fois, c'était pas un coup de chance, non, j'ai les capacités, j'en suis capable. Je l'ai montré une fois, mais j'ai réussi à le montrer une deuxième fois, puis une troisième fois. Et moi, franchement, au bout de la troisième fois, j'étais championne du monde. Après, il y a eu championne de France, même si on peut croire que c'est entre guillemets moins bien, il y a quand même du niveau. Et c'est quand même quelque chose que j'ai concrétisé. Et puis derrière ça, après, de la même année, il y a eu les championnats du monde de course en montagne où j'ai fait une belle troisième place aussi. Et au bout de ça, je me suis dit, c'est bon, j'ai un peu lâché. Et je me suis dit, c'était pas un coup de chance, tu mérites d'être là, tu mérites d'être à ta place. Donc maintenant, fais ce que tu sais faire et continue. Et ça m'a vraiment enlevé un petit peu ce boulet.
qui me pesait. Après, je te dis ça, je l'ai toujours un petit peu, ce syndrome de l'imposteur. Je pense pas que ce soit si anormal. Beaucoup, je trouve que c'est aussi une caractéristique assez féminine aussi, de ne pas avoir autant confiance en soi que parfois nos homologues masculins peuvent avoir. Comment tu l'expliques ça? Quelque chose qui s'appelle l'ego et que je pense qui est très développé chez les hommes. Les femmes, on a plus tendance à se sous-estimer, mais malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est pas justifié. Et encore plus sur les longues distances, sur les ultra-distances, où les femmes ont, pour moi, tout autant... pas tout autant les capacités de performer que les hommes. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on verra. Quoique, quand on voit Cathy qui fait 13e... Alors, elle était 14e au scratch à Courmayeur. Je sais pas si je crois que ça a quand même un peu derrière rattrapé, mais en tout cas, elle a fait passé un la top ligne 20, d'arrivée, j'avais d'autres choses à faire, notamment souffrir dans la flégère. Mais bon, je pense quand même que... donc, ce que je disais, c'est que je pense pas qu'un jour, une femme puisse gagner un UTMB devant les hommes, parce que le niveau n'arrête pas d'augmenter, et chez les femmes et chez les hommes. Mais en tout cas, plus les distances s'allongent, plus les capacités féminines se rapprochent de celles des hommes, par plein d'explications physiologiques. Et je me suis perdue dans la question. Ouais. Oui, le principe de pourquoi on a moins confiance en soi. Est-ce que tu penses que c'est lié à l'éducation, ou tu penses qu'il y a aussi voilà. des phénomènes hormonaux, ou que tout simplement, voilà, parce qu'il y a un débat sur ça. Non, je pense que c'est très lié à l'éducation. On n'éduque pas les petits... Il faut savoir, je te donne une statistique, je ne sais pas si tu l'as, mais le taux de mortalité chez les enfants par accident est 32 fois supérieur pour les petits garçons que pour les petites filles. Pourquoi ? Parce que les petits garçons, on va les laisser plus monter aux arbres, on va plus les laisser grimper, on va plus les laisser ça. Donc déjà, on voit que on est dans l'éducation, on est beaucoup plus souple. Effectivement, les petites filles, elles sont plus fragiles, il faut plus les préserver. Du coup, on inculque ça aux femmes. Le sport, les hommes, ils peuvent aller au bout de leur force, ils sont costauds. Les femmes, les petites filles, on a plus envie de les protéger. Et effectivement, je pense que de façon, dans l'éducation, dans ce qu'on nous inculque à l'école ou dans notre famille, alors je ne vais pas du tout jeter la pierre, parce que moi, on a tous été éduqués pareil, et c'est la société qui veut ça. Il faut de la diversité, ce serait dommage d'éduquer tout le monde pareil. Hein. Mais après, ça a aussi du bon, clairement. Moi, j'ai un petit peu du mal aussi avec les gens qui ont un ego un peu surdimensionné. Donc voilà, il faut aussi avoir un petit peu d'humilité, mais il faut trouver le juste milieu. Mais effectivement, les femmes ont plus tendance à se sous-estimer par rapport à ça. Vont avoir... mais d'un côté aussi, il faut être un peu taré pour pour se dire allez, demain, l'année prochaine, je vais faire 176 km et 10 000 de dénivelé. Les femmes, finalement, qu'est-ce qui est le plus normal ? C'est peut-être les femmes qui se disent oula, attention, c'est quand même beaucoup, je suis pas capable là, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais je vais me donner plus 5-6 ans et on va y aller progressivement et je ferai petit à petit, alors que les hommes, allez, j'y vais, coûte que coûte, on verra. Ça aussi. Mais ça se voit, c'est vrai que dans la manière dont, déjà sur les abandons, on le disait, il y a quand même généralement beaucoup moins d'abandons chez les femmes que chez les hommes. La manière aussi de la gestion de course, sur la gestion des allures, elle est beaucoup plus raisonnable, même si des fois, évidemment, il ne faut pas laisser les trous se faire, mais dans la gestion, ça va être beaucoup plus intelligent aussi en termes d'intelligence de course. Alors, j'aime pas comparer, mais on est un peu obligé de le faire aussi. Et puis même chez les amateurs, tu vois, j'ai remarqué quelque chose, moi, je ne sais pas si vous avez fait attention aussi à ça, mais même chez les courses amateurs, que ce soit sur les on voit souvent les hommes arriver à l'UTMB en fin de course. Ils sont là, ils boitent, ils montrent bien la souffrance. Tu vois jamais une femme arriver. Elle arrive toujours très droite, très. Y a pas un peu. On est un peu douillet les garçons, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, quoi. C'est vrai que les femmes restent quand même plus. Elles sont moins chouineuses entre guillemets, quoi. Ouais. Voilà. Au moins, il y a deux choses. Il y a en effet, comme tu dis, elles sont peut-être plus intelligentes entre guillemets, plus prudentes. À se dire, je serais plus intelligente, moi, ça montre ça d'intelligence. Parce qu'elles savent prendre des risques aussi quand il faut. Ouais. C'est juste qu'il comme il n'y a pas d'ego, en fait, comme il y a moins d'ego, exactement. L'intelligence ressort mieux. Mais aussi, physiologiquement, en fait, ça peut s'expliquer parce que je vais faire... c'est très schématique et très grossier, mais les hommes vont être assez puissants et vont avoir plus des qualités de vitesse et de puissance, et une femme va être plus endurante. Enfin, plus... faut toujours comparer à quelque chose d'autre, mais en tout cas, les plus grosses capacités féminines vont être dans l'endurance. On arrive plus à oxyder nos lipides, à faire
on va être plus à même avec l'endurance. Donc ça va s'expliquer, peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure. Avec mais la au fait grossesse, que, ouais. voilà, qu'on ait une grossesse, il faut pouvoir durer dans le temps. Et les hommes, finalement, ont peut-être un peu plus du mal à gérer ça, donc vont être emportés par l'euphorie, vont avoir l'impression d'être dans leur bon rythme, alors en fait, qui vont être un petit peu trop au-dessus en début de course, et ça, et après, ils vont le payer, alors que les femmes vont au moins pouvoir aller puiser fort dans la machine, parce qu'elles vont vite le ressentir, ça va vite être difficile, donc vont être forcément à un rythme un peu plus en dessous, et c'est peut-être ce qui fait aussi qu'elles arrivent plus fraîches, on a l'impression, sur les lignes d'arrivée. Et puis après, effectivement, je pense qu'il y a une résistance à la douleur, que ça, on peut là, pas c'est la nier. grossesse déjà. Ouais, C'est la aussi grossesse. le fait que, enfin, faut se rendre compte aussi, mais Et... même le rapport au risque. Enfin, pour avoir vécu, donc, tu sais ce que c'est, on en reparlera tout à l'heure, mais ouais. pour avoir vécu, nous les hommes, on est moins sensibilisés à ça, d'ailleurs. tu vois. Voilà, nous les hommes, on est moins sensibilisés à la grossesse des femmes. On sait pas vraiment ce que ça représente. On nous explique pas un peu les dangers, les risques et ci et ça. Et quand tu vois aujourd'hui quand même les risques que tu peux avoir sur une grossesse, mais tu te dis, il y a 50 ans, les femmes qui accouchaient, avec tous les problèmes que tu peux avoir, la médecine n'était pas aussi développée, le fait que le bébé pouvait sortir du mauvais côté, enfin, il y avait vraiment ta vie qui était en jeu, quoi. C'était la plus grande cause de mortalité, tu vois. chez la femme, et le fait est qu'aujourd'hui, on est encore là et que les femmes ont fait ça, mais c'est incroyable, tu vois. Et d'ailleurs, toutes les dominations autour du courage, il a des couilles, c'est souvent masculin. C'est-à-dire, ça prouve bien qu'il y a un petit complexe chez les hommes. Il y a pas on ne veut pas prouver le courage chez les femmes. Et c'est vrai que ce courage déjà d'accoucher, quand on se dit il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans, quand il y avait des problèmes même de nutrition, on se dit mais comment est-ce qu'elles avaient cette capacité à mettre leur santé, leur vie. Enfin, c'est incroyable. On pense quoi. à la grossesse, mais finalement, la grossesse, c'est pas ce qui arrive le plus souvent dans une vie, mais on pense pas suffisamment par rapport à la résistance à la douleur, rien qu'au cycle menstruel et aux règles. Ouais. Parce que pareil, moi j'entends des femmes qui viennent, qui souffrent, alors parce qu'elles ont des pathologies type endométriose ou pas, parce que finalement elles sont faites comme ça. Et c'est souvent, c'est normal, t'as tes règles, c'est normal que tu souffres. Et donc on leur inculque ça, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal. Et ça... C'est en France ça, parce que dans d'autres pays, comme notamment la culture asiatique, c'est pas accepté d'avoir mal pendant ces règles, et on soigne ça, on traite ça, il n'y a pas cette acceptation. Et c'est vrai qu'en Occident, on a ce côté, finalement c'est normal. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que je me suis pas trop renseignée de la culture asiatique, mais en tout cas, moi je le vois beaucoup, les femmes qui arrivent, qui sont... qui savent plus vers qui se tourner parce qu'elles souffrent et que la plupart des gens du corps médical ou de l'entourage disent c'est normal que tu souffres. Et donc voilà, il y a peut-être ça aussi au-delà de la grossesse, parce que la grossesse c'est aussi une souffrance, mais ce qui peut expliquer qu'on a une meilleure résistance, parce qu'en fait quand on souffre 3-4 jours, voire même une semaine par mois, ça fait quand même un quart de pas un quart de vie, parce que ça commence plus tard et ça finit plus tôt, mais tu vois ce que je veux dire, ça fait quand même une bonne partie de sa vie où on a mal et on souffre. Et c'est une souffrance qui a souvent été occultée dans la société, dans laquelle il fallait pas en parler, ou voilà, même moi encore en 2024, je me rendais pas compte des risques d'une grossesse, des douleurs de l'accouchement, des douleurs même au niveau du cycle menstruel, et ça commence un petit peu à changer, heureusement, mais c'est vrai qu'il est temps d'assumer, en tout cas de concrétiser, d'officialiser cette souffrance et c'est démocratiser et d'en parler. Alors, pour en venir, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur la dimension accouchement, sur ton métier, sur tout ça et sur les spécificités du sport féminin. Mais j'aimerais quand même faire une petite parenthèse aussi sur ton entraînement, parce que voilà, tu as progressé très vite. Tu es, comme j'ai dit, aujourd'hui l'une des athlètes les plus complètes, donc on veut savoir un petit peu tes secrets. Je crois que tu es coaché par Lilian Guglielmo, c'est bien ça. Ouais. Comment ça se passe, votre collaboration? Tu peux nous dire un petit peu les stratégies, d'ailleurs tes plans d'entraînement, la façon dont vous gérez les charges, le volume, l'intensité. Voilà, comment tu résumerais un peu la collaboration que tu as avec Lilian et vos stratégies un peu de préparation? Voilà, ça fait 2 ans que j'ai changé. Avant, j'étais avec Philippe Propage et j'ai voulu changer pour aller vers Lilian. J'ai un peu changé du coq à l'âne avec Philippe. C'était quand même assez basique. C'est pas du tout péjoratif quand je veux dire ça. Quand je dis ça, mais voilà, il avait l'expérience, il savait comment ça fonctionnait, il avait du nez. Des fois, je l'expliquais pas, je suivais ce qu'il me disait, mais ça restait quand même assez simple. Et puis,
force est de constater que ça marchait. Mais j'arrivais à un moment où j'avais envie un petit peu de changer, j'avais envie de voir, j'avais envie de dépasser un peu les limites, d'aller voir un petit peu, explorer un peu plus ce dont j'étais capable. Et avec Lilian, c'est bien plus scientifique, bien plus structuré. On est déjà sur la plateforme Nolio qui calcule vraiment les intensités, les charges. Donc à chaque séance ou même chaque sortie, je dois donner mon ressenti d'effort ou la perception, enfin ou l'intensité que j'y ai donnée. Ça va être compliqué de donner. Je vais plutôt te dire par exemple pour l'entraînement de l'UTMB parce que sinon, comme tu le sais, chaque objectif, l'entraînement est différent. Mais notamment pour l'UTMB, on a fait des grosses périodes de charge où en gros on a essayé sur une semaine de condenser le même dénivelé, le même kilomètre que l'UTMB. Donc voilà, ça m'est arrivé cet été d'enchaîner pendant 3-4 jours des sorties entre 40 et 50, voire même une fois 60 km, suivi de phases de repos aussi de plusieurs jours pour faire une surcompensation et bien assimiler tout ça. Après, j'ai toujours une ou deux. Alors, en début de prépa, j'ai 2 séances de renforcement musculaire avec Cindy Dechambre, qui est aussi notre kiné de Kipron, qui me fait ma prépa physique, mais qui est vraiment en collaboration, qui se connaissent très bien avec Lilian, donc ils sont en collaboration, donc ils arrivent à structurer ça. Plus on avance vers l'échéance, plus on va diminuer. Tu décharges, ouais. On décharge au niveau musculaire et on va faire plutôt un travail de pliométrie. Tu peux expliquer ce qu'est la pliométrie ? La pliométrie, ça va être... ce qui est très important dans le travail. Ouais, ça va être aussi de l'entraînement musculaire, mais on va pas soulever des gros poids. Ça va être plutôt des foulées bondissantes, des sauts pour travailler. Alors, j'ai pas trop les mots, mais ça va être sur un terrain. Voilà, je vais mettre sur une côte et puis je vais faire des bondissements, des foulées bondissements, des sauts de grenouille. Voilà, plein de petites choses comme ça pour... donc là, on va pas chercher de la force, la force vraiment musculaire, mais voilà. L'idée, c'est d'adapter le corps au terrain, aux difficultés, pour que on se demande souvent, nous, les coureurs amateurs, comment ils arrivent comme ça à courir aussi vite, où il y a plein de cailloux, il y a plein de ronces. Et en fait, quand on va travailler justement sur l'entraînement, la préparation mentale, le renforcement physique, la pliométrie, intuitivement, le corps, en fait, il va être capable de gérer, il va analyser un peu les données, il va savoir où poser le pied, comment poser le pied. Ouais, niveau proprioception, voilà, ça va être beaucoup plus neurologique, etc. Donc, hyper intéressant. Ouais. Alors, et dans l'entraînement, du coup, je rebondis, comme ça permettra peut-être de retrouver ta phrase. Il y a un peu de culture. La culture française, c'est vrai qu'on aime bien travailler sur les faiblesses des athlètes, et la culture un peu anglo-saxonne, où on essaye justement de se dire les faiblesses, on va les mettre un petit peu de côté, on va justement les forces encore plus les travailler pour que ce soit des vrais avantages, tu vois. Donc, toi, c'est quoi la culture ? Est-ce que vraiment tu vas miser sur tes forces ou tu vas mettre de côté pour plutôt travailler tes défauts ? Du coup, ouais, on a plutôt la culture française, on va plutôt travailler sur les défauts. Parce que c'est un risque, ça aussi, finalement d'améliorer un peu les défauts, mais de perdre aussi un peu tes qualités, quoi. Exactement. C'est-à-dire que je me suis beaucoup entraînée. Sur le travail de bâton, sur le dénivelé, le ratio, parce que moi en plus j'habite dans un endroit où j'habite en Lozère. C'est pas de la grosse montagne, c'est pas de la grande montagne. J'ai en tout et pour tout au maximum à côté de chez moi 400 mètres de dénivelé d'un coup, mais ça reste loin des 1000 mètres de dénivelé qu'on peut avoir en montagne. Et du coup, au niveau des descentes et des montées, j'étais un petit peu plus faible. Donc j'ai beaucoup travaillé en faisant du dénivelé, en faisant un travail musculaire en descente aussi. Et en fait, là où je pêchais, on avait fait des petits tests en début d'année, donc sur tapis, avec des tests de lactate, pour savoir un petit peu mes zones, mes seuils. Alors j'aurais un petit peu du mal à l'expliquer, mais je crois que j'avais un seuil 1 qui était un petit peu bas. Donc j'avais pas des grosses... il fallait... c'est que j'avais une bonne zone entre mon seuil 1 et mon seuil 2. Ouais. Tu montais après très vite en cardio, ou c'est l'inverse, tu avais du mal à monter sur tes seuils ?
Je sais plus, mais en fait, l'idée, c'est qu'il fallait vraiment que je travaille mon endurance de base. D'accord. Parce que sur des efforts où j'étais au seuil, je pouvais tenir assez longtemps. C'est pour ça que j'étais assez compétitrice sur des distances de 40, 50, 60 km. Ouais. Quand j'arrivais à tenir 3-4 heures à des intensités de seuil, mais de l'endurance, je pêchais un petit peu. Donc, on a beaucoup travaillé l'endurance. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de volume cet été. Voilà, effectivement, là où je veux rebondir sur ce que tu disais, c'est que la preuve en est. Pourtant, on a essayé de maintenir quand même des séances de vitesse à plat. Mais j'ai vraiment senti que j'ai perdu ça, la vitesse, et ça m'a manqué. Mais c'est difficile aussi parce que quand on veut développer une qualité, c'est comme des curseurs en fait. Ce qui est dur, c'est qu'on ne peut pas tout développer d'un coup. Donc si on développe une qualité, il y en a une autre qui va. Et puis tu as commencé sur le tard. Donc évidemment, mais tu vois, c'est pas caricatural ce que je dis parce que souvent c'est pas compris. C'est comme quand tu dis la vitesse, c'est important. Les gens ils se disent non, c'est pas l'idée de faire 2h08 au marathon. C'est pas ça qu'on dit. Ça sert à rien effectivement de faire 2h08 au marathon ou 2h35 pour une fille au marathon. C'est pas ce qu'on dit. Mais il faut quand même avoir une bonne base de vitesse. Il ne faut pas attendre la caricature. Mais quand je dis faut dans la culture anglo-saxonne, c'est juste que évidemment qu'ils travaillent quand même les défauts, mais ils refusent, par exemple sur certains curseurs, voilà, ces allures au 1000, ces allures au seuil, ils refusent de perdre sur ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il ne faut pas perdre ces qualités-là. Donc évidemment, c'est jamais caricatural. C'est pas on va pas travailler les côtes, les machins. C'est juste qu'il y a ce refus de perdre en terrain. Mais comme toi, tu es une athlète qui a finalement très concentré sa carrière, c'est vrai que c'est des choix qui sont compliqués pour toi. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Et puis c'est vrai que ça fait, j'ai dit 2 ans tout à l'heure, ça fait que 1 an et demi que Lilian m'entraîne. Et moi, je trouve ça passionnant et motivant de se dire en fait qu'on a encore des choses à revoir. Là, je pense que la fin de l'année arrive, on va essayer de poser un petit peu tout sur la table, de voir ce qu'il y avait de bien et de pas bien et ce qu'il y aura de mieux à faire l'année prochaine. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'en plus, il est vraiment, vraiment motivé, il est vraiment sur les datas. Et je pense que je vais lui dire que vraiment, je me suis sentie vraiment en difficulté et on va essayer de retravailler ça. Et moi, je trouve ça justement génial parce que si j'étais sortie là en disant écoute, l'UTMB, nickel, j'étais parfaite, mais j'ai pas fait mieux que l'année dernière, j'aurais peut-être une petite frustration. Alors que là, justement, je me dis bon, si je sais sur quoi il faut travailler. Donc mais voilà, et puis de toute façon, moi, ce que je dis, un coach qui entraîne pareil, qui entraîne de la même manière d'il y a 10 ans, c'est pas un bon coach. C'est pas évident parce que des fois, il faut savoir aussi se remettre en question, savoir aussi, tu vois, faire évoluer, progresser sa perception. Mais normalement, un coach. Et c'est ce que j'aime, moi, chez les coachs, vraiment, que j'ai beaucoup de respect, c'est que tu prends leur plan d'entraînement il y a 3 ans et aujourd'hui, ça évolue toujours. Et ils sont très à l'aise avec cette idée de se dire on a essayé des trucs, on a fait machin, ça marche pas. Et c'est vraiment une qualité. Mais si tu regardes un peu les profils comme Courtney Dauwalter ou Katie Schide, pour moi, c'est vraiment l'exemple de l'entraînement à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire Katie Schide, on sait qu'elle a des bases de vitesse, elle les a gardées. A contrario, Courtney Dauwalter, on sait que c'est sa caisse, on sait que c'est une fille qui est très endurante, qui est capable d'envoyer des gros dénivelés, qui a peut-être un petit peu moins de qualité de vitesse et encore, mais qui a ses qualités. Et tu verras jamais Katie Schide se dire je vais perdre en vitesse ou Courtney Dauwalter aller faire des séances de piste, tu vois. C'est jamais tu les verras, c'est évident parce que c'est comme ça qu'elles font et c'est vrai que ça leur réussit parce qu'elles capitalisent aussi sur leur... Mais ça veut pas dire pour autant qu'elles travaillent pas leur point faible. Alors, j'ai aussi lu dans une interview que tu as tendance à vouloir en faire un peu plus que ce que ton coach préconise ou que tu as du mal aussi des fois à tu veux toujours vouloir respecter les consignes. On sait que des fois il y a des hauts, il y a des bas et c'est compliqué. Des fois il faut savoir aussi se dire là je suis moins en forme, il va falloir que l'allure on la réduit un peu. Tu parles aussi que tu es sujette à l'anxiété de performance, donc comment tu gères un peu tout ça au quotidien avec ton entraînement dans ton plan d'entraînement aussi, cette volonté un peu de syndrome de la bonne élève, hein, c'est pas étonnant, t'es médecin, mais c'est syndrome de la bonne élève. Exactement ce que j'allais dire, je suis un peu perfectionniste, j'ai toujours envie de bien faire et pour moi j'ai l'impression, alors que c'est une fausse idée, hein, mais que si je passe à côté d'une séance, c'est raté, ou alors si jamais je me sens pas en forme et qu'on annule la séance, j'aurais tout gâché, alors que Lilian n'arrête pas de me répéter un plan figé, c'est un plan raté, et qu'il s'adapte au jour le jour. Mais c'est exactement en fait ce que tu dis, c'est le syndrome de la bonne élève. Et oui, s'il va me dire d'aller courir entre 2h, 2h30, pour moi, le 2h n'est même pas... Je l'ai oublié, en fait. Pour moi, c'est minimum 2h30. Enfin, 2h35, mais en tout cas, quand il me dit 2h, 2h30, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire 2h. Ce sera toujours 2h30.
Et voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Mais je pense qu'il a aussi appris à me connaître. Alors du coup, il met plus 2 heures, 2 heures et demie. S'il veut que je fasse 2 heures, il met 2 heures tout pile. Et les vitesses aussi, des fois, tu as du mal quand tu as des allures, des trucs à tenir. Alors on de fait te pas dire- tellement sur les vitesses, parce que c'est un peu difficile, parce qu'on fait surtout Bien sur sûr, les ouais, terrains spécifiques, j'imagine. mais sur les allures, les ressentis d'effort. Effectivement, sur les ressentis d'effort, s'il met 5-6 ou un tempo, oui, des fois, je vais peut-être aller un petit peu au-dessus. Ouais, j'ai un petit, comme tu dis, effectivement, le syndrome de la bonne élève, toujours vouloir mieux faire, mais le problème, c'est que le corps et la science de l'entraînement, c'est un rien, enfin pour un rien, ça peut basculer du côté entre guillemets obscur. Et il faut vraiment que je fasse attention, et ça je m'en suis rendu compte. Alors il y a aussi quelque chose, c'est que ça faisait pas longtemps que je me faisais entraîner par Lignan, et j'avais envie au début je me suis dit il faut qu'il soit satisfait et content de moi, donc forcément je voulais en faire un petit peu plus, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que lui limite il me félicite quand j'en fais un peu moins qu'un peu plus. Donc là, je commence aussi à le comprendre, et vraiment, je pense que je commence vraiment là, à bien respecter. Mais c'est aussi culturel parce que dans le trail, il y a cette dimension de souffrance, de dur au mal. C'est vrai que c'est très. Voilà, vous êtes des athlètes qui arrivent toujours à se dépasser et à aller au-dessus de leur souffrance. C'est culturel chez vous. Et c'est vrai que moi qui ne viens pas forcément de ce monde-là, je l'ai connu assez tard, hein, je reconnais, voilà, parce que souvent on me dit, voilà, j'apprends et je m'enrichis aussi avec les échanges que j'ai. Mais c'est vrai que quand je vais des fois suivre des athlètes à l'INSEP ou que sur la piste ou des athlètes olympiques, c'est vrai que tout de suite, ils vont parler avec leur entraîneur, et leur entraîneur, c'est comment tu te sens aujourd'hui, comment tu es là, c'est quoi les données que tu as, et ils vont très rapidement se dire, ok, là le 800, au lieu de le passer, je sais pas, en 1,51, on va faire les séries en 1,51,30 ou 1,52, et tout de suite ils vont adapter, et ça va être, alors c'est des athlètes qui se connaissent très très bien, et il va avoir cette facilité de se dire, ok, on va tout de suite adapter, parce que déjà ils n'aiment pas foirer les séances, donc voilà, mais c'est vrai qu'ils vont accepter de décharger quand il le faut. Voilà, des fois, je vois des athlètes qui vont vraiment enlever 30% dans la semaine parce qu'ils disent non, là, c'est bon, je sais que ça va pas, il faut que je récupère. Et c'est vrai qu'il y a moins cette culture-là, j'ai l'impression, dans le trail. C'est plus compliqué pour vous, quoi. Effectivement, comme tu dis, hein, c'est le dépassement de soi, et on se doit d'être fort et de résister. Et parfois, c'est ce qui peut être vraiment délétère, et c'est ce qui peut faire qu'on récupère pas bien, qu'on se blesse et qu'on contre-performe. D'ailleurs, j'en parlais avec un entraîneur qui entraîne aussi bien sur route que sur trail. Il me dit, c'est marrant, c'est que les athlètes, ils vont toujours négocier à la baisse dans l'athlé, et les athlètes de trailer, ils vont toujours négocier à la hausse. Donc c'est assez rigolo. Tu dis aussi que tu as souvent tendance à faire les choses dans l'excès, que tu es toujours à fond dans tout. Comment est-ce que ça se traduit justement dans ta vie d'athlète, et comment tu fais aussi pour canaliser cette intensité? Parce que c'est vrai aussi que c'est une force, il ne faut pas le négliger, parce qu'on ne redevient pas champion en tout cas, il faut aussi des fois s'investir à fond pleinement, mais ça peut aussi être un défaut, on en parle. Non, je disais ça en rigolant de façon globale sur ma vie en général, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, quand j'étais étudiante, je faisais la fête, mais c'était pas un soir par semaine, c'était 5 à 6 soirs. À 6 soirs par semaine, et j'étais toujours la dernière debout. Donc même mes amis de médecine, on peut pas. Ils peuvent le confirmer. J'étais toujours vraiment toujours dans l'excès à ce niveau-là, toujours en faire plus. Et lorsque je me suis mise au sport, quand on fait du haut niveau, en comparaison à la plupart des gens, ça reste de l'excès, ce qu'on pratique. On fait pas. Moi, si je m'entraîne, quand je m'entraîne, je me dis pas, je fais mon sport santé pour être bien dans ma peau et dans mon corps. Je fais du sport pour essayer d'être performante, mais je sais qu'on est souvent quand même un petit peu au-delà de, qu'on est quand même un petit peu dans l'extrême. Donc c'est plutôt là où je voulais dire. Après, il faut se canaliser, mais il y avait aussi au niveau professionnel, où au début de ma carrière, de sportif de haut niveau, je faisais aussi, j'étais gynécologue à temps plein. Donc là, c'est vrai que ça a été un moment un peu compliqué, où je devais enchaîner, je devais vraiment essayer de jongler entre le côté professionnel à 100% et le sport de haut niveau. Sauf qu'en fait, ça n'a pas tenu. Au bout de 2 ans, ça a commencé
à craquer un peu. J'ai fait un petit surmenage et du coup maintenant c'est vrai que je prends vraiment soin de moi. J'essaie vraiment de bien me reposer, de bien récupérer, voilà, comme on disait tout à l'heure, de faire des siestes, d'aller chez le kiné. Donc je pense que ça j'ai réussi un petit peu à le canaliser. Et il y a aussi, voilà, maintenant j'ai 33 ans, donc je pense qu'avec l'âge, on s'assagit un peu. Après, c'est aussi cet excès un peu qui t'a conduit au sommet du trail parce que tu avais ta vie pro. Enfin, voilà, il fallait aussi que tu sois prêt à ces sacrifices. Aujourd'hui, tu sais que si tu continuais comme ça, tu allais te cramer. Ouais. Donc voilà, tu as réussi un peu à doser tout ça. Et je pense qu'effectivement, c'est compliqué sinon de tenir dans la durée. Alors, tu me dis que tu as fait tes études à La Réunion. Tu me parles de la Diagonale des Fous. J'imagine que tu as envie de participer à cette course en étant à ton meilleur niveau. Il y a aussi, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des courses qui te font rêver aujourd'hui encore? Ouais, bah du coup, tu as mis le doigt dedans. J'ai découvert le trail à La Réunion et j'aimerais bien boucler la boucle au même endroit. Je dis ça parce que, voilà, comme je viens de le dire il n'y a pas longtemps, j'ai 33 ans, j'ai aussi d'autres projets familiaux. Et voilà, on a une horloge biologique, donc je me dis que je vais pas pouvoir. Il y a un moment où il va falloir que je fasse une petite pause. Alors je dis pas que je reviendrai pas, pas plus tard, mais je sens que la pause, voilà, elle va arriver d'ici 2026, 2027. Donc c'est vrai que l'année prochaine, avant cette pause, j'aimerais bien finir là où ça a commencé et pourquoi pas sur une Diagonale des Fous. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère pouvoir te voir courir du côté de l'île de La Réunion. Nous, on y sera cette année. Cool. On espère qu'on y sera aussi quand tu y participeras. C'est tout ce qu'on te souhaite parce que c'est quand même une course assez incroyable. En termes de dépassement de soi, là, je pense qu'on est servi. J'ai encore des belles histoires là-bas, de bons souvenirs, des amis. Et je pense que ça va être une belle course. Ouais. Alors, Blandine, quand on regarde ton parcours en tant qu'athlète de haut niveau, ce qui est assez fascinant, c'est que, et c'est ce qui rend aussi ton histoire assez inspirante, c'est que tu as réussi à concilier ta carrière de haut niveau avec ton métier de gynécologue. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la place qu'occupe aujourd'hui la médecine, la gynécologie dans ta vie et comment est-ce que tu parviens un peu à équilibrer ces deux passions? Je ne sais pas si tu es aussi passionné par la médecine que par le trail. Alors jusqu'à présent, comme je t'ai dit, il y a 2-3 ans, je faisais un temps plein en tant que gynécologue, mais il y a un moment où je sentais que c'était plus possible, donc j'ai diminué mon activité professionnelle en faisant des gardes. Donc c'est des blocs de 2-3 jours où j'étais accrochée au téléphone, donc c'était plutôt des astreintes. Je pouvais quand même être chez moi le soir, mais je pouvais être appelée en pleine nuit. Et je faisais ça 2-3 fois dans le mois, donc j'avais 6-7 gardes par mois. Donc c'était des périodes assez intenses de travail, mais cela dit, ça me libérait quand même beaucoup de temps après pour aller m'entraîner et récupérer. Donc finalement, en moyenne, j'avais une semaine assez chargée au niveau du travail par mois, mais après j'avais 3 semaines où je pouvais le prendre pour moi, partir en entraînement, en compétition ou en stage. Donc c'était quand même assez agréable à ce niveau-là. Quand tu parlais des deux passions, c'est vrai que je pense que la gynécologie et le sport sont deux passions. On peut dire que la gynécologie est une passion, mais au niveau émotionnel, la gynécologie, mon métier de gynécologue ne m'apportera jamais autant au niveau émotionnel que ce que le sport peut m'apporter. Même si, dans des moments difficiles, on met au monde des bébés, c'est magique, bien sûr, mais quand ce sera le mien, j'ose espérer que ce sera tout aussi intense, ou voire même plus qu'une arrivée à l'UTMB. Je te le souhaite. Mais voilà, quand on fait ça tous les jours, c'est pas comme une arrivée de l'UTMB ou même d'autres courses de championnat du monde. Donc c'est vrai que le sport, au niveau émotionnel, c'est vraiment, vraiment hyper intense. Il n'y a rien qui est plus intense que le sport. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le cinéma, on n'arrive pas à reconstituer l'intensité des scènes de sport. C'est toujours des mauvais films, films où on reconstitue les arrivées de course, les machins. Il faut mettre des images d'archives. Les réalisateurs le savent, ceux qui font du cinéma le savent. L'émotion d'un stade, tu peux pas la refaire. Et c'est pas que nous-mêmes l'athlète, c'est c'est tous les supporters aussi, les proches. Moi, ce que je vois, c'est que quand je vois l'émotion de mes proches, elle est tout aussi intense et je trouve ça incroyable. Et juste pour en revenir du coup sur comment j'organise ma vie au niveau professionnel et sportif, c'est que là on arrive à un tournant de ma vie professionnelle où je vais arrêter de faire des gardes. Parce que quand je parlais de garde, donc je faisais de la gynécologie obstétrique, donc ça veut dire la chirurgie d'urgence, des accouchements. Je travaillais en maternité à l'hôpital et c'est quand même un métier très contraignant, très stressant.
et on a beaucoup de risques et beaucoup de stress. Et je me rendais compte que moins je pratiquais, moins j'avais la main et j'étais de moins en moins en confiance. Et moins on est en confiance sur quelque chose quand on maîtrise de moins en moins quelque chose, on a moins de plaisir à le faire. Et surtout quand ce qu'on maîtrise pas, ce qu'on maîtrise de moins en moins, c'est quand même la vie d'une femme en âge de procréer et d'un bébé qui ne demande qu'à vivre, qui est entre nos mains. Et je pouvais plus continuer comme ça. Donc depuis là, dernièrement, j'ai fait mes dernières gardes. Et maintenant, j'ai envie, donc c'est drôle parce que ça va vraiment dans une continuité. Ça fait depuis quelques années quand même que ça me trotte dans la tête, mais j'aimerais vraiment développer la gynécologie du sport. Donc c'est pas une spécialité à proprement parler. J'appelle ça comme ça, la gynécologie du sport. Mais comme on aurait pu dire, on aurait pu l'appeler autrement. Mais j'aimerais être la gynécologue des sportives, de haut niveau ou pas, ou toute n'importe quelle autre femme qui retrouve des problématiques dans leur pratique sportive en lien avec les problèmes gynécologiques de la femme. Ouais, surtout que il y a énormément de besoins aussi pour éduquer, pour faire de la pédagogie autour de ces problématiques, parce que c'est vrai que on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais même en termes des plans d'entraînement, tu vois, c'est ce que je remarque, les plans d'entraînement, ils sont encore majoritairement conçus par des hommes et pour des hommes. Il y a peu d'études aussi sur les spécificités du sport féminin. 90% des études sont faites chez les hommes et à peine 10%. Et là encore, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que non, on ne peut pas faire des études sur la femme, elle est un peu plus faible, il y a des risques de grossesse, il y a encore des injonctions à ce niveau-là. Même le cycle menstruel, l'impact du cycle menstruel sur la performance, il y a encore peu d'études. Le sport pendant la grossesse, le postpartum, alors là, on en est vraiment aux prémices. Alors les choses s'améliorent petit à petit. Mais toi, ton avis justement sur ce manque de données, d'informations sur les spécificités du sport féminin, c'est quoi ton regard par rapport à ça et comment tu penses que les choses vont évoluer? Comment tu penses qu'on peut améliorer les choses aussi? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme on le dit, il y a très peu d'études vraiment pour les femmes. On copie-colle, je ne sais pas si ça se dit, mais les séances d'entraînement d'un homme vers les femmes, alors qu'en fait, il y a plein d'autres données qu'il faut prendre en compte chez les femmes. Mon ressenti, c'est que j'ai vraiment envie de lever le poing et de montrer que non, on n'est pas des petits hommes, on est vraiment, les femmes ont vraiment des spécificités qu'il faut prendre en compte et qu'il faut vraiment allier, faire quelque chose de vraiment spécifique pour les femmes. Après, je n'ai pas non plus envie de faire ma rageuse parce que je trouve quand même qu'il y a du mieux. On est vraiment, je suis quand même heureuse d'être dans cette période dans cette période de la de l'époque, dans cette époque, parce que les choses commencent à bouger doucement mais sûrement, et c'est encore plus motivant parce qu'il y a plein de choses à faire. Et moi, d'un côté, je me sens un peu perdue. C'est ce que je disais. Ça a été une de mes motivations un petit peu pendant mon ultra, pour préparer mon UTMB. Parce que je savais que j'aurais des moments où je m'ennuierais un petit peu. Et je me suis dit, quand tu vas commencer à t'ennuyer, il faut penser à d'autres choses. C'est bien aussi de faire un petit peu d'auto-hypnose et de divaguer. Et je me suis dit, alors si tu commences à t'ennuyer, réfléchis à comment tu vas pouvoir organiser ton orientation professionnelle future, parce qu'en fait il y a tout à faire. J'ai parlé de gynécologie du sport, mais être gynécologue du sport, c'est pas une spécialité. Donc j'aimerais, est-ce que j'ai envie de faire des interventions dans des crêpes, des interventions dans des conférences, est-ce que je vais des contenus, des vidéos sur YouTube, sur Instagram, et où parce que aussi j'aimerais bien sûr faire des consultations, mais comment donc en téléconsultation, parce que c'est vrai que là où j'habite, je vais pas avoir une grande patientèle, donc faire de la téléconsultation aussi pour les femmes. Je trouve que c'est il y a plein de choses à faire, et de part c'est vrai que je suis quand même je le vois bien sur les réseaux sociaux,
il y a une demande mais monstrueuse, les nombres de sollicitations C'est clair. que je demande. Alors avant, j'essayais de prendre le temps de répondre, mais en fait, ça me demandait une énergie incroyable et beaucoup de temps. C'était très chronophage. Et maintenant, enfin, je peux leur dire, écoutez, dans quelques mois, je vais pouvoir faire des rendez-vous en téléconsultation. Et je suis vraiment très soulagée de pouvoir donner réponse. Enfin, pas encore vraiment concrètement de réponse, mais quand même quelque chose qui tend la main à toutes ces femmes qui sont dans le besoin et de dire écoutez, moi je vais pouvoir vraiment vous aider sur un point de vue gynécologique et sportif. Alors justement, moi j'aimerais qu'on profite un petit peu de ce podcast en dernière partie d'émission pour parler un peu de sport, de grossesse, parce que voilà, il faut donner quelques informations. Toi, en tant qu'obstétricienne gynécologue et athlète de haut niveau aussi, c'est quoi ta vision justement du sport pendant la grossesse? Si tu peux peut-être donner des conseils pour est-ce qu'on peut continuer à faire du sport? Si oui, dans quelles conditions? Évidemment, c'est pas une injonction. Il y a des femmes qui sont très sportives et qui pendant leur grossesse justement vont profiter de ça pour vivre pleinement le truc et pas faire du sport. Donc ça, il ne faut pas que ça devienne aussi une injonction à faire du sport. Ça, je veux vraiment comme insister sur ça parce que chaque femme est différente. Et d'autres qui ressentent le besoin et c'est pas forcément évident. Je parlais encore récemment avec une athlète qui courait pendant sa grossesse et qui était très très mal vue dans la rue, où les gens se disaient mais elle est inconsciente, elle entendait des remarques et tout. C'est encore très compliqué. Toi, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil un peu sur ça? Effectivement, alors tu l'as très bien dit aussi. Il faut savoir s'écouter. Il ne faut pas se forcer à aller faire, à aller s'entraîner autant quand on est enceinte qu'on le faisait avant. Cela dit, alors on est quand même en 2024 et c'est ce que je disais. Je suis heureuse d'être dans cette époque parce qu'il y a quand même du mieux et les choses commencent à bouger. Mais cela dit, comme tu dis, il y a beaucoup de médecins qui vont dire aux femmes enceintes que c'est pas bien d'aller faire du sport pendant la grossesse, encore plus de la course à pied, parce qu'il y a cette histoire d'impact au sol, de périnée, etc. Alors que non, en fait... toutes les études le démentent. Toutes les études... Au contraire, c'est que ce soit le diabète diabète de la grossesse, que ce soit la santé des enfants. Et quand je sollicite, j'entraîne je sollicite toutes les femmes à quand même maintenir une activité physique, même si elles n'ont pas envie d'aller faire des séances, mais garder quand même une activité physique parce que ça va être bien et pour elles et pour leur bien-être physique, mental. Toutes les pathologies de la grossesse, que ce soit le diabète, la prééclampsie, l'hypertension, tout ça, on a montré que l'activité physique réduisait tous ces risques liés à la grossesse. Aussi le bébé, lui, va beaucoup mieux pouvoir se développer. Il y aura moins de risques de macrosomie ou même de retard de croissance. Il va se développer vraiment de façon plus... de meilleure façon. Il y aura moins de risques aussi pour lui de pathologie pendant l'enfance. On a même montré que les femmes qui faisaient une activité physique pendant la grossesse, leurs enfants avaient moins de maladies cardiovasculaires, développaient moins de diabète, avaient même un meilleur apprentissage neuromoteur, que des bonnes choses. Cognitif aussi. L'accouchement est bien mieux vécu chez les femmes qui pratiquent une activité physique. Donc après, quelle activité... Sur les athlètes de haut niveau, je crois, parce que le périnée est très musclé. Pour avoir parlé à quelques femmes d'athlètes... Alors on parle vraiment sur du sport de très haut niveau. Ça, c'est un peu une idée reçue. Ah ouais, parce que j'en ai parlé avec Floriane O aussi, qui fait du 100 km. Et elle m'a dit justement, c'était... Alors, je sais pas si c'est une idée reçue, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'entend. C'est quelque chose qui s'entend beaucoup. Et j'ai essayé de chercher dans la littérature, j'ai rien vu vraiment là-dessus. J'ai pas assez suffisamment... accoucher de femmes d'athlètes de haut niveau avec un périnée très tonique. Mais, je crois qu'il y a plus de césariennes quand même dans le... Je suis pas sûr, mais je crois que j'avais vu quelque chose passer, qu'il y a plus de césariennes. D'accord, tu vois, j'allais te dire l'inverse. J'ai l'impression qu'il y avait autant de césariennes chez les athlètes de haut niveau et pas athlètes de haut niveau. On se renseignera. Exactement. Tu vois, ça prouve qu'il y a encore... Et l'idée, et aussi, est-ce que c'est parce que le périnée est tonique? Ça peut être aussi à cause d'autre chose. Mais voilà, on en revenait sur l'activité physique pendant la grossesse, comme tu disais. Après, quelle activité physique? Ça peut être tout. Ça peut être ça va être au moins, de toute façon, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, ça va être au moins de pratiquer 30 minutes à 1 heure d'activité physique de faible intensité 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine, il faudra au moins aller faire de la marche ou du vélo, quelque chose de très cool. Après, ça peut aller... ça, j'ai envie de dire aussi, il ne se mouille pas. L'HAS, la Haute Autorité de Santé,
le corps médical Toujours prudent. est trop prudent, je trouve. Parce que si jamais, par exemple, au 3e trimestre, une femme va faire une fausse couche et que son médecin lui aura dit qu'elle pouvait continuer l'activité physique, elle va... ou alors si son médecin lui a dit d'arrêter l'activité physique, elle va jamais dire que c'est à cause de l'arrêt de l'activité physique qu'elle a fait sa fausse couche, par exemple. Donc on est trop dans la prudence, alors qu'en fait justement on ne mesure pas assez l'intérêt, le bénéfice de l'activité physique. Et là aussi, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait finalement on peut même aller bien au-delà des 3 fois 1 heure par semaine. On peut aller faire, on peut s'entraîner 5-6 jours par semaine. Moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir, mais même pour tout le monde, même moi j'ai toujours un jour de repos dans ma semaine, d'avoir toujours un jour de repos. On peut même augmenter l'intensité, on peut se faire des séances de fractionnés, mais il faut toujours penser à diminuer quand même, on va dire, grosso modo, de moitié l'intensité et le volume qu'on aurait fait en dehors de la grossesse. Après, bien sûr, tout ça va s'adapter à... prenez pas mot pour mot tout ce que je dis, ça va aussi dépendre de la grossesse, comment elle se déroule. Si c'est une grossesse avec une grossesse, comme on dit, pathologique, où on aura de la tension, on aura du diabète, où on aura de la fatigue excessive, de la fatigue excessive, des contractions. Il faudra mesurer. C'est pour ça que je vous invite à aller voir votre sage-femme ou votre médecin. Mais si tout se passe bien, s'il n'y a aucun souci et que la femme a envie d'y aller, qu'elle ressent le besoin, on peut même aller jusqu'à bien plus de 3 heures. On peut faire 5, 6, 7 heures d'entraînement dans la semaine. On peut même mettre un petit peu de fractionné, encore une fois en diminuant l'intensité et le volume. Et ça peut même aller jusqu'au 2e, 3e trimestre, pourquoi pas, si ça tient. Mais après, ce qui peut être intéressant, c'est de varier avec du vélo, de la natation. Ça, c'est tout à fait indiqué. Il y a juste un sport qui est formellement contre-indiqué, c'est la plongée sous-marine. Mais à part ça... Ou les sports de contact, évidemment. Ou les sports de contact, bien sûr. Bon, là, de toute façon, on est dans un podcast de course à pied. C'est un peu une injonction de dire de faire de la course à pied. On va tout de suite, pendant qu'on est enceinte, on va avoir des incontinences urinaires et des descentes d'organes. Non, si derrière ça, et on en reviendra, mais on est bien vigilant sur la reprise dans le postpartum et la rééducation du périnée, il n'y a pas de raison d'avoir ces problèmes-là. Et puis il faut regarder ce qui se passe dans le monde animal. On perd aussi notre côté. L'humain reste un animal. Et évidemment, dans le monde animal, si une femme enceinte doit échapper à un prédateur, elle est capable de courir, elle est capable de maintenir une activité physique. Et surtout, c'est vrai. Si tu regardes tout ce qui se passe, il y a quelques études qui ont été faites sur les grossesses dans le monde animal. Elle regarde une activité physique, elle ne se repose pas en tout cas. Donc la modernité nous enlève peut-être ce côté, la capacité de notre corps et comment il se défend, mais évidemment que le corps humain est bien fait et nous protège. Et la vie est une lutte, l'existence est une lutte contre les éléments, contre les prédateurs. Et donc le corps est parfaitement apte à répondre à ça, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui où on en est, on n'aurait pas pu se reproduire. Donc évidemment, il faut pas oublier que le corps est une belle machine, mais tout ça c'est adaptatif, savoir s'écouter et pas être dans des conduites à risque. Évidemment, si vous êtes bigorexique et que vous êtes enceinte, là, ça peut être problématique, mais si on fait bien les choses, il y a moins de risques. Alors, tu parles de la postpartum, c'est vrai que c'est une étape délicate pour beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, justement, pour cette reprise de l'activité physique après l'accouchement ? Alors, je recommanderais, je vais enfiler ma blouse de médecin. Déjà, pour la reprise de la course à pied, moi, je recommanderais quand même d'attendre au moins 1 mois et demi. 6 semaines, c'est vraiment le minimum après un accouchement. Un accouchement physiologique qui s'est passé, je parle même pas de césarienne, souvent c'est un petit peu plus long, mais un accouchement physiologique quand même d'attendre 6 semaines que toutes les structures se remettent bien en place. L'utérus, il est involu, donc c'est-à-dire qu'il va reprendre sa forme initiale quand même au bout de 6 semaines. Pareil, tout ce qui est articulaire, tendineux au niveau du bassin, parce qu'on a plein de modifications quand on doit accoucher un enfant entre 3 et 4 kilos, forcément, on va avoir les os du bassin qui vont s'élargir. Donc, il faut attendre 6 semaines pour reprendre forme. Après, ça ne veut pas dire de rien faire pendant 6 semaines. Ça peut être intéressant de commencer déjà, mais ça peut même se faire à la sortie de la maternité, de déjà commencer à faire un travail
sur les muscles périnéaux, sur les muscles profonds de l'abdomen, pour commencer déjà à refaire un petit travail de conscientiser notre périnée, d'apprendre à retenir les gaz, les urines. Pareil au niveau des muscles profonds. Alors attention, je parle vraiment des muscles transverses, etc. Ne pas commencer à vouloir faire des crunchs, des choses comme ça qui vont augmenter la pression intra-abdominale, mais faire plutôt des exercices profonds de l'abdomen. Je vous invite à vous renseigner ou à la regarder sur des vidéos YouTube ou lire des livres. Mais concrètement, ça va être d'essayer de contracter en profondeur, de rentrer toujours quand on fait un exercice d'abdominaux, de toujours penser à rentrer le nombril si on est allongé vers le sol. Et grosso modo, les exercices les mieux finalement pour retravailler ces muscles abdominaux ou ces muscles périnéaux, ça va être ceux où on va être immobile finalement. Mais dès qu'on doit avoir à faire des crunchs, les crunchs c'est quand on replie son haut du corps vers les jambes, ça va augmenter la pression abdominale, et ça c'est normalement c'est vraiment pas bon, parce que c'est là où on va avoir une pression en bas et on va fragiliser le périnée. Donc je tenais à le préciser parce que maintenant c'est vrai que les kinés sont quand même assez formés là-dessus, mais quand on sait pas, on se dit je vais travailler un petit peu les abdominaux et on fait des choses qui sont pas bien. Après la marche, on peut reprendre la marche. Le vélo, ça peut aussi se reprendre plus rapidement. Quid de la natation, c'est qu'on a quand même notre col de l'utérus qui est ouvert, donc il faut quand même faire attention au niveau des infections. Donc je recommanderais quand même un mois minimum quand même avant de reprendre la natation. Mais la course à pied, c'est vrai que qu'un mois et demi, ça me paraît quand même un minimum. Et après, finalement, c'est comme n'importe quelle reprise de la course à pied après un arrêt prolongé, une blessure ou quoi que ce soit. Il faut tout reprendre dans la progressivité, faire attention. Et aussi, surtout, c'est encore plus quand même majoré que quand on reprend après une période d'arrêt suite à une blessure pendant longtemps. C'est aussi qu'il faut prendre en compte les variations au niveau du poids, parce que pendant la grossesse on a pris 10-15 kilos, donc bien sûr les articulations se sont adaptées à ça, et quand on perd d'un coup, on perd pas 15 kilos d'un coup, mesdames, c'est normal si vous perdez que 5-6 kilos au début, tout le reste tout le reste du poids va se perdre sur les mois et les années à venir. Mais du coup, on a un petit peu plus, on a un surplus, petite surcharge par rapport avant, qui peut créer des blessures. Et comme j'ai dit, toutes les modifications cardiovasculaires aussi, je ne l'ai pas dit, Vincent, on pourrait faire un podcast tout entier, mais cardiovasculaires, musculo-tendineux, osseux, qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment de façon progressive et s'écouter, et à la moindre douleur, c'est pas grave. Un pas en arrière, c'est pas bien grave si après on fait 3 pas en avant, quoi. Et ce que je veux encore une fois insister, c'est que tout est différent, parce que des fois on voit sur les réseaux sociaux, je voyais encore Anne-Lise Rousset-Séguré qui à 2 mois après l'accouchement partait faire un GR20. Je trouve ça incroyable, mais il ne faut pas se comparer. Ça, c'est important, parce que on n'a pas la même histoire. Voilà, on n'a pas la même histoire. On n'a pas l'enfant, comment est-ce qu'il va dormir, il ne va pas dormir, il va réagir. Et des fois, on peut avoir... En plus, c'est une situation où la femme peut perdre confiance en elle, où on a pris un peu de poids, où on a le visage marqué, on dort moins, on se sent... la confiance aussi peut prendre ça. Et quand on voit sur les réseaux un monde idéal où tiens, elle est super, elle a repris le sport, elle a perdu tous les poids, et c'est vrai qu'on peut se mettre dans une position de se dire mais je suis nul, je suis pas bien. Exactement. Et en plus avec les fluctuations hormonales, c'est compliqué. Pour moi, il faut s'y inspirer, mais il faut pas prendre exemple et se comparer et faire pareil. C'est une minorité, on parle de 0,5% des gens. Ou une Julie Roux aussi, je sais pas si tu avais suivi, pareil, elles ont repris assez vite. Anne-Lise Rousset, je crois qu'elle a repris vite le vélo, mais elle a quand même maintenu un mois et demi avant de reprendre la course à pied. Julie Roux, que j'admire, et pour moi c'est une athlète exceptionnelle, et je l'adore en tant que personne. Mais c'est vrai qu'elle a repris très tôt la course à pied, je crois 2 semaines après. C'est des exceptions, vraiment. C'est des exceptions, et elle pratique du sport depuis tout le temps. Bien avant ça, elle faisait beaucoup de courses à pied, donc elle avait probablement déjà son corps qui était fait pour ça. Et puis je vous parle de sa deuxième grossesse. Sa première grossesse, elle avait quand même repris un peu plus tard. Donc voilà, c'est des exceptions. Tant mieux pour elle si ça marche. Mais il faut pas se comparer, il faut s'y inspirer, se dire que il y a des femmes qui peuvent le faire, mais garder en tête qu'il faut s'écouter, et que c'est pas parce que d'autres femmes le font qu'on est moins bonne. Non, il faut
faut avoir confiance en soi. Voilà, c'est si vous le sentez, voilà, ne vous ne vous mettez pas la pression par rapport à ça, c'est extrêmement important. En plus, une grossesse, généralement, une femme, elle le vit 1, 2, 3 fois dans une vie. Puis c'est quand même merveilleux, tu vois, l'arrivée d'un bébé à la maison, c'est quand même des moments. Il n'y a rien de plus beau d'avoir un bébé à la maison. C'est des trucs qu'on vit. Il y a aussi peut-être que faut pas avoir honte si on n'a plus. Enfin, pas honte, faut pas culpabiliser finalement si on n'a pas envie. Enfin, là, on parle de la reprise de la course à pied en supposant que la femme n'attende que ça. En supposant que voilà, tu es ma patiente qui vient d'accoucher, que je vois un postpartum, je la félicite pour ce qu'elle a fait et qu'elle me demande qu'est-ce que je peux faire maintenant, quand est-ce que je peux reprendre. Donc là, je lui dirais d'attendre 1 mois et demi, etc. Mais là, à toutes nos auditrices qui nous écoutent et qui sont en postpartum, si vous n'avez pas l'envie, la motivation, parce que bien sûr, vous avez quelque chose qui a un petit peu bouleversé votre vie, qui vous prend un peu plus de temps, qui vous fatigue un petit peu plus et qui occupe vos nuits, pas de panique, ne culpabilisez pas, ça reviendra progressivement, mais voilà, ne vous forcez pas non plus à aller forcément reprendre les entraînements. Après, encore une fois, comme pendant la grossesse, c'est toujours bien de maintenir une activité physique pour même soi-même prendre du temps pour soi, se faire du bien, aller marcher, aller faire n'importe quoi, même aller faire du jardinage. Souvent on oublie un peu. Il faudrait juste rester active, quoi. On oublie on oublie les activités physiques de la vie quotidienne qui sont tout aussi importantes de se dépenser. Ça fait aussi du bien de prendre un temps pour soi. On pense pas, c'est aussi moi je trouve ça aussi très intéressant dans l'activité physique pendant la grossesse et après la grossesse, c'est que beaucoup de femmes auront tendance à tout orienter sur soit leur grossesse, soit leur nouveau-né et ne plus penser à elles. Or, ce moment où on va aller marcher ou courir ou faire du vélo ou toute autre chose, où on va se dépenser physiquement, on va sécréter des hormones du bonheur et aussi c'est un moment où on va le prendre pour soi. On se dit là, c'est que pour moi que je fais ça et ça fait vraiment du bien aussi de prendre du soin pour soi et vous allez voir si vous êtes bien, bébé va être bien et tout l'entourage aussi. Donc ouais, voilà, il faut pas s'oublier, hein, attention. Voilà, et puis messieurs aussi, parce qu'on est très écoutés par les garçons, voilà, il faut être présent. Il faut être là pour soutenir. Il faut prendre sa part de responsabilité, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a aussi toute une éducation à refaire où voilà, les femmes ont été très esseulées aussi. C'est pour ça aussi maintenant qu'il y a plein de femmes qui veulent plus faire d'enfants, parce que c'est vrai que quand tu te retrouves à travailler, à avoir toutes les charges et qu'aujourd'hui la maternité c'est quand même, ça repose encore beaucoup sur les épaules des femmes, et à être présent, à s'occuper, à vraiment prendre part, parce que c'est quand même un gros travail. Donc tout le monde doit s'intéresser à ça. On peut être mari, on peut être papa d'une petite fille, on peut être partenaire d'entraînement d'une amie qui fait ça. Donc c'est des sujets qui concernent tout le monde, hein. C'est pas des sujets qui concernent uniquement les femmes et les coureuses. On est tous concernés par ça. Donc c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Avant de se quitter, moi je voudrais juste faire un petit focus aussi dans le postpartum sur l'allaitement, parce que moi aussi j'ai dit voilà, je suis l'heureux papa d'une petite fille, ma conjointe allaite, et c'est vrai que je me rendais pas compte en fait de l'énergie que ça demandait, et c'est vrai que quand tu regardes, je me suis un peu intéressé à la littérature scientifique autour de l'allaitement. Alors moi je me suis passionné par ça, hein. J'ai lu tout ce qui est nutrition et tout. Un homme vraiment passionné par l'allaitement. Ah ouais, je me suis passionné par la construction d'un bébé. C'est la naissance d'une vie, en fait, c'est fabuleux. Enfin, on sait peu de choses en plus, hein. La naissance, vraiment, on sait comment ça se passe vraiment chez les souris on sait plus ou moins, mais comment tu passes d'une petite cellule à créer un bébé, enfin, c'est quand même assez incroyable, hein, de se dire qu'on passe d'une microcellule à avoir un être aussi complexe que l'être humain, c'est de la folie. C'est encore un mystère, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, mais du coup oui, sur la construction du cerveau, sur la nutrition aussi de la femme, parce que pendant la grossesse ou après pour le bébé, moi c'est ce qui m'a passionné, et du coup je me suis intéressé à l'allaitement et je me rendais pas compte de l'énergie que ça demande, de aussi la capacité du corps à adapter le lait en fonction de l'état de santé par exemple du bébé. Ça je savais pas qu'il y a sur les mamelons il y a des capteurs, donc il y a des analyses, enfin tu te rends compte, c'est de la très très haute technologie, le corps humain, c'est fascinant, mais la fatigue que ça va générer, les calories aussi. J'étais surpris par la perte de poids aussi quand une femme en blinde, comment elle perd du poids, mais voilà, tout ça c'est important, surtout avec du sport, il faut pas le négliger, quoi. Ouais, exactement. Donc pour en revenir sur l'allaitement, déjà, comme le sport, comme la pratique du sport pendant et après la grossesse, si vous ne vous sentez pas capable, que vous n'avez pas envie ou la force, voilà, ne pas culpabiliser. Chacun est maître de chacune est maître de ce qu'elle a envie de faire, mais
quand même, j'encourage les femmes à aller allaiter, au moins à essayer, même si c'est 1 mois ou 2 mois. Les premières tétées, ouais. Au moins les premières tétées. Parce qu'il y a vraiment, ça toutes les études le prouvent, il y a vraiment un effet bénéfique, tant sur le bébé, sur le développement, comme on dit, neuromoteur, immunitaire aussi. Ça fait vraiment ses défenses immunitaires. Ça va, il va avoir un meilleur développement. Et puis maman aussi, comme on disait, ça va permettre plus facilement la perte de poids. Ça va vraiment créer un lien mère-enfant qui est vraiment assez particulier le moment de l'allaitement. Même pour la maman aussi, sur le plan physiologique, d'allaiter, ça va être assez bénéfique. Par contre, oui, chez les femmes qui sont sportives et qui reprennent une activité physique pendant l'allaitement, là, grosse vigilance. Alors, je ne dis pas du tout aux femmes qui allaitent de ne pas faire de sport ou aux femmes qui font de sport de ne pas allaiter, loin de là. Mais vigilance par rapport à, oui, si on veut parler de la dépense énergétique. Il y a une très grosse dépense énergétique quand on allaite. La preuve en est, c'est qu'une femme qui allaite va perdre beaucoup plus facilement du poids. Donc être très vigilant sur l'hydratation, parce qu'en fait finalement le lait il fait quand même beaucoup d'eau. Donc les femmes enceintes elles boivent des quantités d'eau, c'est il impressionnant. faut boire beaucoup les femmes d'eau. Qui allaitent, pardon. Ouais, pour pas se déshydrater. Et aussi refaire le plein et s'il faut prendre des compléments, mais les compléments les plus importants quand on allait c'est surtout les oméga 3 dont on ne pense pas assez pour la maman mais aussi pour le bébé. Au niveau neuromoteur ça va être très très important, au niveau cérébral, les oméga 3. Donc soit vous faites vous essayez de manger des petits poissons gras type maquereau, sardines, etc. Plusieurs 3 à 4 fois par semaine, ou l'huile de foie de morue, et puis sinon il y a des petites capsules d'oméga 3, le zinc, le cuivre, le sélénium, toutes ces choses là, tous les petits oligo-éléments, le magnésium aussi, le magnésium de toute façon magnésium, tout le monde, tout le monde, même pendant la grossesse. La vitamine D, ça c'est vrai que j'en donne avant, on en donnait chez toutes les femmes enceintes, et puis bon, ça a été retiré des recommandations, mais moi je continue à donner de la vitamine D parce que même comme le magnésium, tout le monde devrait prendre de la vitamine D, qui plus est quand on est enceinte. Parce qu'il y a aussi un impact osseux quand on allaite. Bien sûr. Il y a aussi un impact osseux quand on allaite, donc il faut faire attention aussi au niveau du calcium. Même les produits laitiers, quand on est enceinte, il n'y a pas assez, mais il faut prendre des. Oui. On sait, certaines personnes ont des régimes alimentaires. Les produits laitiers, il y en a qui. Il faut pas. Il ne faut pas lésigner dessus, c'est très important. Et voilà. Et oui, je voulais juste faire un tout petit détail, mais quand on parle de oui, mais mon bébé, si je vais m'entraîner et qu'après je l'allaite, il aura de l'acide lactique, ça va pas être bon pour lui. Alors c'est vrai que je me suis un petit peu renseignée, j'ai pas vraiment vu beaucoup d'études qui ont montré que les bébés pouvaient parce qu'en plus l'acide lactique, comme on dit, c'est une fausse croyance. On va pas chocolat, pas au chocolatine, acide lactique, c'est pour que tout le monde comprenne, ne nous écrivez pas parce que... Exactement. Exactement. Mais en tout cas le lait après une séance ou après avoir couru n'est pas mauvais pour le bébé. Mais j'ai quand même vu dans les études, la conclusion que j'en ai tirée, mais on est encore sur le mot prudence, c'est que si vous avez un doute de toute façon, tirez votre lait avant d'aller vous entraîner. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci, mais même logiquement, il n'y a pas de problème de donner son lait même après être allé s'entraîner. Donc on adapte, il ne faut pas négliger cette dimension de fatigue. Comme tu dis, les vitamines, toutes les carences, il faut faire attention parce que le corps va alimenter le bébé, donc va prendre sur la maman pour le bébé, c'est pas la maman passera un peu après, donc c'est pour ça aussi que exactement ça qui est beau chez la femme. Souvent l'homme a ce réflexe de survie pour sa propre personne, mais en fait non, une femme enceinte, une femme allaitante, elle aura pas son réflexe de survie pour elle, mais plutôt pour son bébé, quitte à se mettre elle en danger. Donc oui, soyez très vigilants. Mais de toute façon, au moindre petit symptôme, vous savez, je sais pas, par exemple le magnésium, la petite paupière qui clignote, ou les muscles qui tressaillent, ou la fatigue, l'irritabilité. T'imagines une femme enceinte déjà hormonale et tout, si en plus elle est en carence de magnésium, ça peut être la déprime. Exactement. Alors, on en parle aussi, la dépression du postpartum ou le baby blues, ça c'est très 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 fréquent.
Et pareil, là on va s'étaler encore, mais on n'en parle pas assez du baby blues. On refera un épisode, Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pareil, ne culpabilisez pas si vous avez cette petite période de baby blues, parce que 8 femmes sur 10 l'ont. Oui, je vous assure. C'est pas tout le temps. C'est très beau, un enfant à la maison, mais c'est aussi beaucoup de... Et ça, encore une fois, les femmes culpabilisent et du coup se cachent, se disent mais pourquoi je me sens déprimée et fatiguée, ça devrait être les moments les plus beaux de ma vie. Et c'est très dur à vivre cette période, donc franchement, parlez-en à votre entourage, soit que ce soit vos proches, votre mari ou même votre sage-femme ou votre médecin. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui se mettent à exploser en larmes devant moi quand je leur demande comment elles vont, et elles me parlent direct de leur bébé ou alors de leur cicatrice physique. Et je leur dis non mais vous, mentalement, et là ça lâche. Et en fait elles en ont jamais parlé avant. Désolée, je me suis étalée. Non mais c'est important, mais même les proches, moi c'est ce que je dis aussi, même si vous n'avez pas d'enfants, mais... voilà, on reçoit de la famille, on reçoit du monde, tout le monde prend des nouvelles du bébé, mais il faut aussi, et c'est très important, prendre des nouvelles aussi de la maman, et du papa dans une moindre mesure, parce que quand même on a un tout petit rôle, même si c'est important qu'on l'assume pleinement, mais en tout cas voilà, il faut aussi, c'est important moi c'est un détail, mais c'est ce que j'ai été très touché par les gens qui arrivent avec un cadeau pour le bébé, aussi un cadeau pour la maman. C'est quelque chose que je trouve très symbolique. Voilà, donc même les papas, on n'hésite pas à faire un beau cadeau, un beau collier avec un beau diamant, des beaux trucs, voilà, pour la maman quand elle rentre. Voilà, après, je dis ça, c'est rigolo, mais aussi voilà. Donc tu as offert un beau diamant. Non mais peu importe, tu vois, femme, quoi, mais quand elle rentre, c'est très symbolique aussi, le retour à la maison, je trouve, avec le bébé. Alors après on est plus ou moins sensible, mais c'est vrai que si on peut rendre ce côté un peu magique avec une petite surprise et tout, tu vois, avec voilà, des petits ballons, des petits trucs, un petit truc, c'est des petits conseils, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui on s'attend pas, et c'est magique de rentrer avec un bébé à la maison la première nuit, c'est quand même assez magique. Après c'est un sacrifice de soi, ça il faut être honnête, c'est très beau, mais c'est un sacrifice de soi. Quand on a un enfant, c'est l'enfant qui passe, alors pas... Il faut penser à soi, mais c'est quand même un sacrifice de soi. Et juste pour en revenir à l'allaitement, c'est vrai que, alors je suis pas pro ou contre l'allaitement, il y a tous ces débats, mais c'est vrai que pendant très longtemps, il faut laisser le choix à la femme sans la culpabiliser, mais il faut aussi avoir les informations. Et moi, j'étais très surpris à la maternité que finalement, on n'explique ne serait-ce même pas l'intérêt des premières tétées. Et qu'on dit, bah, vous voulez quoi, mais si vous n'avez pas les informations, vous ne pouvez pas faire votre choix. Et moi, je prends l'exemple de ma conjointe, je ne sais pas qu'elle ne me voudra pas d'avoir dit ça, mais c'est utilité publique. Elle n'avait pas prévu, justement, elle ne voulait pas allaiter. Et en fait, personne ne l'a sensibilisé aux bienfaits, ci et ça, et c'est en se documentant, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, il faut laisser le choix. Oui, il faut laisser le choix, mais il faut donner les informations. Après, on est libre de faire ce qu'on veut, mais il faut quand même avoir accès à les informations, et ensuite faites vos choix. Donc renseignez-vous, et partez pas avec une idée préconçue, parce que je veux pas. Non, renseignez-vous, et après faites votre choix, et après à votre âme et conscience. Voilà. Tout à fait. Tu l'as bien résumé. Blandine, avant de se quitter, c'était un épisode très riche et j'ai adoré discuter avec toi. J'ai cette petite question là cette semaine que j'aime bien poser. Bon, je te prends un peu de cours, t'es fatigué j'imagine, mais c'est pas grave, je te la pose quand même. Si tu pouvais résumer un peu ta philosophie en tant que traileuse en une seule phrase, ce serait laquelle? J'aime bien les citations. Je vais t'en donner deux. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de la philosophie française. Et de l'échec, et qu'on n'avait pas une bonne culture par rapport à ça. Et voilà, moi j'aime bien la phrase basique que tout le monde ressort, mais de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et voilà, c'est un petit peu ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'échec. Et puis après, voilà, n'ayez pas peur en vos rêves, ayez confiance en vous. Et voilà, l'autre proverbe que j'aime bien, c'est de viser la lune, parce que si vous échouez, au pire vous retombez dans les étoiles, et je trouve ça très beau aussi. Donc c'est beau de se fixer des objectifs qui peuvent paraître parfois un petit peu hauts, mais si on n'essaie pas d'aller un petit peu se dépasser, on n'arrivera jamais à développer des choses moi personnellement, en tout cas je l'ai vécu il y a moins de 48 heures, j'aurais jamais pu penser retrouver des ressources mentales et physiques à ce point-là. Donc voilà, il faut savoir viser haut, et vous ne serez jamais déçus. Si les gens veulent te retrouver un peu, soit sur les réseaux sociaux, c'est quoi la meilleure plateforme sur laquelle tu aimes passer du temps pour te... Je pense que ça peut être Instagram. Instagram. Plateforme. et puis on bientôt, mettra le lien comme de je ton l'ai Instagram dit, en bientôt, description.
Voilà, je ferai peut-être des téléconsultations. Voilà, après, ça devient plus d'un point de vue médical. Mais voilà, j'ai vraiment à cœur d'aider toutes ces femmes qui sont en demande, qui me demandent justement par les réseaux sociaux des conseils ou même des consultations via Instagram de gynécologie. Et pour moi, c'est très compliqué. Et puis, c'est même légalement impossible. Mais voilà, bientôt, vous aurez plus de nouvelles de moi par rapport à ça. Et je vous détaillerai comment pouvoir me contacter personnellement. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram de Blandine, on la mettra en description. Et puis tu es aussi au micro du podcast La Bande à des plus, je crois, animé par Nicolas Ferret, ou tu es chroniqueur, je ne sais pas si tu l'es encore. Mais ouais, je suis toujours chroniqueuse. Voilà, ou sur lesquels on peut te retrouver. Exactement. Merci infiniment, Blandine, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à l'enregistrer. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Prenez soin de vous, à très vite.